Bonsoir. Il y a tout juste 50 ans, le 10 décembre 1948, 48 pays sur les 58 que comptaient à l'époque les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, 48 pays adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme. 30 articles qui garantissent à tous les hommes et toutes les femmes des droits inaliénables et fondamentaux. La vie, la liberté, la sûreté, l'intégrité de la personne, mais aussi la sécurité sociale, le travail, la santé, l'éducation, l'accès à la culture et la démocratie. Une garantie assez formelle, il faut bien le dire, puisque aujourd'hui, malheureusement, on ne compte plus les sans-abri, les enfants mis au travail, les analphabètes, les prisonniers politiques, les meurtres collectifs, les chômeurs, les exclus, etc. Alors, c'est un anniversaire très paradoxal que nous allons célébrer aujourd'hui. Et pour cela, nous avons réuni sur ce plateau des responsables d'associations, des politiques, des juristes, des sociologues, des philosophes, avec la coopération de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et avec la collaboration aussi du journal Le Soir. Nous verrons avec elles et eux tout à l'heure où on en est 50 ans après le vote de la Déclaration universelle des droits de l'homme et surtout comment la défense des droits de l'homme est perçue aujourd'hui, par exemple par ceux et celles qui entreront demain dans leur vie de citoyen. Donc forcément, le terme qu'on emploie, le terme droit de l'homme, ça paraît très rébarbatif. On se dit, mais c'est immense, il y a plein de sujets. Je trouve que c'est nous qui sommes responsables, en fait. Ce sont nous les pays industrialisés, les quelques 20% de pays industrialisés qui détiennent le capital, le monopole, qui sont vraiment responsables. Ces droits, c'est nous qui les avons créés. Je vis avec ces droits-là, mais il y a d'autres personnes que non. Moi, j'ai pas les mêmes droits que le chef de société qui a des millions sur son compte en banque. J'ai pas les mêmes droits que lui. Combien de tracts ne voyez-vous pas en rue pour le racisme? C'est de la liberté d'expression, mais en attendant, on bafoue un droit de l'homme qui est l'égalité des chances et que tout le monde est égaux. Mais quand on voit certains pays, la Belgique, c'est un rêve pour eux. Si quelqu'un a une liberté d'expression mais ne peut pas aller à l'école, je ne vois pas à quoi cela lui sert. L'Algérie, par exemple, on n'arrête pas d'en parler. Et les gens, bon, oui, il y a une certaine lassitude qui s'installe. Mais c'est peut-être aussi parce que les gens sont un peu impuissants à ce niveau-là. Et ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on sait qu'il y a des problèmes en Algérie, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que les droits de l'homme, ce n'est pas seulement des textes, mais c'est du concret. Si on s'engage entièrement. Faut pas parler, faut agir. L'engagement, ça dépend comment on le voit, parce qu'on peut faire des petites choses sans être vues et connues par les gens, qui changent un tout petit peu, ne fût-ce que la vie ou la journée d'une personne. En fait, c'est toujours la même chose qui revient. On doit être entendu. Si on n'est pas entendu, ça décourage déjà. Donc, on n'a pas vraiment envie de s'engager, alors qu'on s'est dit, on n'est quand même pas entendu, on tourne en rond, on perd notre temps. Enfin, ici aussi, on transgresse les droits de l'homme. Au niveau démocratie, etc., bon, pour le moment, avec les remous qu'il y a en Belgique et politique, etc., on voit bien qu'il n'y a pas un respect des droits de l'homme total. Et que, bon, pour moi, démocratie va de pair avec droits de l'homme, et la démocratie, c'est idem. C'est pas vraiment bien appliqué. Il faut que l'État soit prêt à changer, les États, mais bon, ça c'est pas pour tout de suite. Faut pas non plus rêver. Voilà, faut-il rêver ou non, nous le verrons ce soir. En tout cas, les jeunes que nous venons de voir et d'entendre ont participé à une expérience assez unique à l'initiative de la cellule démocratie et barbarie de la communauté française. Ils ont été voir sur place comment fonctionnent les institutions qui sont censées protéger et défendre les droits de l'homme, la Cour européenne de Strasbourg, les Nations Unies à New York. Et ils en reviennent avec des sentiments assez mélangés, il faut le dire. Par exemple, Samir, quelles leçons est-ce que vous tirez de ce voyage au sein des institutions qui sont censées défendre les droits de l'homme? nous n'avons pas vraiment pu observer l'organisation de cette institution, mais je dois dire que l'accueil qui nous a été attribué n'était pas celui auquel on s'attendait quand nous voulions pouvoir dire ce que nous avions à dire, et nous attendions des réponses en échange, mais ça n'a pas vraiment été le cas, quoi. Vous parlez des Nations Unies, là? Oui, des Nations Unies à New York. Des questions qui sont restées sans réponse. Sans réponse, oui. Alors Sarah, est-ce que vous pensez que les organisations internationales sont les défenseurs naturels, les bons défenseurs des droits de l'homme? Est-ce qu'on peut se dire, au fond, on peut dormir sur ses deux oreilles, on s'occupe de tout pour nous? Non, donc l'avenir de ce monde, l'avenir des droits de l'homme ne dépend pas de ces grosses institutions. On l'a bien vu à New York. On a essayé d'avoir des réponses, on a essayé d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose et que tout le monde se pose par rapport aux droits de l'homme. Et comme le dit Samir, il n'y en a pas eu.
on a été assez déçus. Je crois que ce sentiment-là a été unanime, mais bon, c'est aussi un nouveau départ pour entamer un débat, mais je crois que non, l'avenir des droits de l'homme ne tient pas. Il repose sur les épaules de qui? Je crois de nous, et comme l'a dit Véronique tout à l'heure dans le petit reportage, c'est des petites choses qu'on fait tous les jours qui pourront grossir le mouvement. Et ce qu'il faut, c'est informer les gens et motiver, attendre des actions de plus haut. Merci. Alors, évidemment, l'actualité braque les projecteurs sur une grande question, celle que pose l'affaire Pinochet, la fameuse affaire Pinochet. Les tortionnaires, les dirigeants politiques qui n'ont pas ou qui n'ont pas voulu respecter les droits de l'homme peuvent-ils être poursuivis pour cela et courent-ils le risque d'être punis? On sait que le gouvernement britannique donc, a décidé de poursuivre la procédure d'extradition de l'ancien dictateur chilien, responsable de la mort ou de la disparition de plusieurs milliers de personnes. Mais vous, Patrick Delamalle, pour illustrer cette question de l'impunité, vous êtes allé avec le réalisateur Michel Mess en Argentine. Alors pourquoi en Argentine et pas au Chili comme on pourrait s'y attendre? Mais je vous dirais qu'il y a deux réponses à ça. D'abord, une rencontre que nous avons faite, Michel Mess et moi, une rencontre avec un personnage qui s'appelle Miguel Benasayac, qui vit à Paris depuis une vingtaine d'années maintenant, qui est psychiatre, qui a écrit plusieurs livres de philosophie, mais c'est pas pour ça que nous l'avons rencontré. Il y a 25 ans d'ici, il vivait en Argentine, et puis il a été arrêté, puis torturé, puis mis en prison, il a pu finalement partir en France. Et la question, c'est bien sûr la question de l'impunité. Alors on ne se pose pas exactement de la même manière en Argentine qu'au Chili, mais il faut savoir qu'en Argentine, la répression de la junte militaire entre 1976 et 82 était terriblement féroce, puisqu'on compte, enfin, les estimations disent qu'il y a eu 30 000 disparus, et peut-être encore plus horrible qu'au Chili, parce qu'il y a eu plusieurs centaines d'enfants kidnappés par les tortionnaires qui ont tué leurs parents. Donc c'était une raison, me semble-t-il, importante pour poser cette question d'impunité en Argentine. Ok, bien, je vous propose de regarder donc, ce premier reportage de Michel Mess et Patrick Delamalle, le retour d'un exilé politique argentin chez lui, en Argentine. Bueno, jefe. Y después si sigo derecho para ir a la Boca, derecho, derecho nomás. Derecho, derecho hasta Garay, Garay sube para arriba 3 cuadras, hasta Alem y Alem a la Boca. Gracias, chao. Bueno. J'aurais jamais autant parlé avec les flics que dans ces 2 jours. Alors là, on va aller à gauche, non? Parce que c'est ça, il aurait fallu continuer, ne pas... Plusieurs fois, j'ai vu par ici passer les tanks dans les différents coups d'État. Et je me souviens parce qu'on prenait ici le bus 6, et je vois que le 6, il s'arrête toujours là, pour aller chez mes grands-parents dans le centre-ville. Et je me souviens, j'ai souvenir de au moins 4 ou 5 fois d'avoir être ici arrêté dans le bus en attendant que les fils de tanks passent soit dans le sens de la Maison Rose, soit qu'ils venaient de faire les coups d'État. C'est drôle, là. Bon, ces souvenirs-là. Et tu comprenais ce qui se passait à ce moment-là quand tu étais petit? On comprenait. On comprenait parce que quand tu es un Argentin, tu comprends depuis que tu es né que tu vis sous la botte des gens très violents qui ont tous les droits. C'est-à-dire tu as peur des flics, tu as peur de l'armée, tu sais quand même qu'il y a... Bon, que l'État est dangereux, quoi. Il y a quelque chose, l'État est dangereux. Oui, ça. Miguel est le dernier survivant. Pour lui, Buenos Aires a toujours une blessure, une ville fantôme. Il y a 25 ans, il étudiait ici la médecine avec Patricia, sa compagne. Ensemble, ils luttaient contre l'injustice sociale et la dictature. Patricia et tous ses amis d'alors ont disparu.
Ils ont été arrêtés, torturés, assassinés, victimes parmi 30 000 autres d'une répression féroce. Miguel, lui aussi, a été torturé. Il a passé plus de 4 ans en prison. En 1978, on l'expulse vers la France. Miguel est un rescapé. À Paris, il a tenté d'oublier Buenos Aires et son passé. Il reprend ses études et fonde une famille. Il ne reviendra à Buenos Aires que 10 ans plus tard. Je suis rentré en 88 de façon inopinée, c'est-à-dire parce que j'avais appris que Patricia, que j'attendais depuis toujours à retrouver, à rencontrer, à recontacter, avait été assassinée. Je l'ai appris que là. Et alors quand j'ai appris ça, hop, j'ai fait mes bagages et je suis rentré. Et là, j'étais donc chez mon père, il y avait un téléphone. Et alors, le téléphone a cristallisé la tristesse parce que je me rendais compte que j'étais ici, mais que j'avais personne à qui téléphoner. Et oui, et alors, bon, j'ai marché. Les gens étaient dans cette espèce de construction de l'oubli, parce que l'oubli se construit. Et bon, chaque coin de rue était une manif, une action, un ami, une amie qui n'était plus là. Et les gens continuaient comme si de rien n'était. 1998, 10 ans plus tard, rien ou presque n'a changé. L'Argentine est une démocratie, bien sûr. Les membres de la junte militaire ont été jugés et condamnés, c'est vrai. Et puis aussitôt amnistiés et libérés. Buenos Aires aussi, entre mémoire et oubli. Cet été, Buenos Aires a retrouvé un visage. Miguel a rencontré Mariana. Mariana, 21 ans, orpheline, est la fille de Patricia. Miguel et Patricia avaient 21 ans aussi quand le destin et la dictature les ont séparés. Miguel, arrêté, était en prison au loin. Patricia a rencontré un autre homme. Mariana est née de leur union. Elle avait 8 mois quand ses parents ont été arrêtés à leur tour. Miguel revient sur les lieux de son passé. C'est ici qu'on l'a intercepté et jeté dans une voiture. Et alors je suis arrivé par... j'ai l'impression d'être arrivé par cette rue-ci. Je crois que ça a dû changer de sens, parce que je crois qu'on est arrivé par cette rue-ci. Je crois qu'on a tourné ici. Et tout de suite, en tournant ici, nous sommes, la voiture de la police est entrée dans ces garages-là. Là où il y a les flics là, qui nous regardent. Et ils nous ont passé... La flic qui est allée appeler, là, déjà, il n'aura pas beaucoup de temps. Et alors, ils nous ont passé ici, n'est-ce pas? Et dans le 4e et 5e étage, dans cet immeuble-là, de coordination fédérale, c'est là où fonctionnaient les salles de torture. Là, non? Et alors, bon, ils ne nous ont pas commencé à nous torturer tout de suite, parce qu'ils attendent un tout petit peu si on a mangé ou des choses comme ça. Mais bon, tout de suite après, ça a commencé la torture, on était bien entendu séparés. Et on entendait d'emblée les cris des autres torturés. Ouais, voilà. Alors, ce qu'il faut dire simplement, c'est ce qu'à moi-même, ça me choque beaucoup d'être ici, c'est que, comme à l'école de mécanique de l'armée, c'est-à-dire on n'est pas devant des ruines de ce qui fut et dont on parle. C'est vrai que dans les journaux d'aujourd'hui, là, on parle de Videla et de Pinochet, de Astiz, les assassins. C'est-à-dire qu'on essaie de les poursuivre. Mais quand même, cet immeuble-là continue à être un immeuble de la police politique. C'est-à-dire que c'est un pied. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là dans les cas de figure du passé révolu. Alors là, il y a la police qui est en train de nous demander qu'est-ce qui se passe. Belga. Ustedes no pueden filmar un edificio con... Alors, on peut pas filmer. No pueden filmar. ¿Dónde están filmando? On peut pas filmer le bâtiment de la police. Excusez-moi, pardon. On peut pas filmer le bâtiment de la police. L'autre, on peut pas filmer central, oui. Monsieur, il vient ici, bon, je l'appelle monsieur parce que, bon, disons, voilà. Monsieur, oui. La chose vient ici nous interpeller pour corroborer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ça continue tout exactement pareil et tout est en pied. Voilà. Una bomba muy grande. Mató 26 personas y 87 heridos. Eso es inteligencia. Sí. ¿Está? Gracias.
C'est une démocratie, mais c'est une démocratie sous menace. Voilà, ça c'est dans les Ford Falcon le typique Ford Falcon de la police avec les grands coffres dans lesquels ils mettaient les camarades quand ils les arrêtaient. Un café du centre de Buenos Aires. Pour Miguel et ses camarades, c'était le café de la dernière chance. Miguel et Patricia militaient à gauche. Petit à petit, Miguel est entré en résistance. Il a pris les armes dans l'ERP, l'armée révolutionnaire prolétarienne. Étudiant, résistant, l'amoureux de Patricia vivait une double vie. En cas de coup dur, c'était ici le lieu de contact. Tout le monde dans l'ERP faisait des choses. On désarmait un flic, on expropriait un camion frigorifique, par exemple, d'une compagnie multinationale, pour repartir, non pas pour jouer au Robin des Bois, mais pour dire, bon, quand même, là il y a de la viande, là il y a de la famine, bon, ça doit pouvoir s'arranger, hein, il suffit, bon. Ça s'appelle la propagande armée. Mais après, on a passé à des degrés aussi supérieurs, dans lesquels on attaquait des commissariats, des garnisons. On attaquait pas mal des garnisons militaires, comme ça, pour récupérer des armes, mais aussi pour montrer quelque chose qui était incroyable pour nous, c'était qu'ils n'étaient pas si invulnérables que ça. Et alors à ce moment-là, tu vivais déjà avec Patricia. Alors comment est-ce que cet engagement pouvait fonctionner avec, je sais pas moi, une histoire d'amour? Ah, ça fonctionnait très bien avec une histoire d'amour. Alors ça allait très bien dans un sens. Dans un certain sens, dans l'autre sens, bon, c'était dur. C'était dur. Hein, c'était dur parce qu'effectivement, on a très peur pour l'autre. Bon, ça c'est la vérité. Je me souviens une fois que Patricia, on avait été là voir un film dans lequel la héroïne meurt. Et alors en sortant du film, Patricia se met à pleurer. Non, alors c'était un couple. Hein. Et alors moi je pensais, j'avais 20 ans hein, pour justifier ma bêtise peut-être. Et je pensais, bon, elle pleure parce que, voilà, quand même, elle pense à moi, grand résistant qui va mourir. Je dis, pourquoi tu pleures, Patricia? Elle me dit, parce que je pense que je vais mourir. Alors vraiment, je me suis vexé. Je dis, Patricia, je suis en train de faire des opérations militaires avec quand même pas mal d'opérations militaires. Et c'est moi qui vais mourir. Je voulais quand même bénéficier un tout petit peu, si tu veux, de cette prestance qui donne la mort pour la bonne cause, mais en vie. Tu vois, c'était avoir une petite... C'est vrai, tu as raison, excuse-moi, elle dit. Et alors elle me dit, si tu meurs, je te promets que je porterai toujours dans mon portefeuille ta photo et tu seras pour toute ma vie mon fiancé. Et alors là, j'étais content, je pouvais... Voilà. Et bon, ce qui s'est passé, c'est que pour toute ma vie, je porte dans mon portefeuille sa photo. Voilà. C'était pas toujours facile. « 1978, c'est l'année du mondial de foot en Argentine. Pour se donner bonne figure, la junte relâche quelques prisonniers politiques. Miguel est arraché à sa cellule et jeté dans un avion pour la France. Patricia, elle, a trouvé un nouveau compagnon. Elle a une petite fille de 8 mois, Mariana. Elle attend un deuxième enfant. L'Argentine gagne la Coupe du Monde. Et alors là, à côté, il y a les fameux stades de River Plate, où à l'époque de la Coupe du Monde en Argentine, 78, oui. Et voilà, il jouait au football. Et alors les footballeurs, les gens disaient « Oh, le sport, le football ». Et c'est grâce à la Coupe du Monde que la junte militaire a pu rester. Et c'est 2 mois plus tard qu'ils ont enlevé et tué Patricia, son compagnon, volé l'enfant et bon, épargné, si on peut dire qu'elle était épargnée, Mariana. Là, on est à l'indépendance militaire.
voilà, l'école de mécanique de l'armée. Là derrière, par là, c'était le centre où il y avait les clandestins. Et de torture. Et les centres clandestins de torture et d'emprisonnement, voilà. Et qu'est-ce que on pourra s'égarer devant, là-bas. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu passes devant ce type de bâtiment? Ah. Ça, honnêtement, comme ça, je sais pas comment te dire. Voilà, alors à 30 mètres plus loin, encore une frontière, là, 30 mètres plus loin, c'était les centres de détention et de torture. Les gens qui entraient soit par cette porte-ci, soit par une porte qui est un peu plus loin, passaient du monde, là, il y a les immeubles, il y a les gens qui bougent, à, non pas la mort, mais 10 fois pire, 1000 fois pire que la mort, ils passaient dans un monde de folie, dans un monde dans lequel la barbarie régnait. Alors, voilà. Et 30 mètres plus loin, Patricia a été amenée pour accoucher, après elle était torturée, et certainement ils ont dû l'amener pour la tuer, ou ils l'ont tuée là, ou ils l'ont balancée dans le fleuve, on ne sait pas. Et c'est vrai que c'est quand même, pour moi-même, incroyable, je la regarde là, avec vous, je la regarde et je me dis, mais c'est comme quand on se dit, oui, c'est vrai, c'est ça, et à la fois on se dit, non, oui, c'est vrai, je sais bien que je ne suis pas en train de faire un cauchemar, mais bon, ils sont là, voilà, là, ils passent. Les bus, les gens passaient aussi à l'époque, les gens habitaient dans ces immeubles-là, et voilà, tout est sur place. Ceci, c'est un endroit de Buenos Aires où Mariana ne peut pas passer, alors qu'elle cherche toujours ce frère qui est né ici, juste avant qu'on tue sa mère. Oui, Mariana ne peut pas venir ici parce qu'il y a quelque chose qui lui est impossible d'assumer, comme pas mal d'autres gens, certainement. Et son frère, que Patricia a nommé Rodolfo, il est né là et on ne sait toujours pas où il se trouve. Mais là, les gens qui sont là, ils savent. Ils savent où il se trouve, ils savent qu'il a volé et ils savent parfaitement qui a tué, qui a torturé. Et ils se taisent. Et ils se taisent. Alors ce qu'on fait là, c'est ça, c'est-à-dire les gens ils passent et ils ne s'arrêtent pas. C'est le mot d'ordre de tout fascisme. Circuler, il n'y a rien à voir, n'est-ce pas? Et alors bon, grâce à des amis européens, grâce à la ténacité des mères, des grands-mères, bah, il y a des gens qui sont arrêtés. Ils ont dit, si, il y a à voir, n'est-ce pas? Ça n'a pas dû exister puisqu'ils sont toujours là, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a quelque chose quand même qui n'a pas dû avoir lieu puisque, regardez là, il y a une petite formation des militaires, comme ils sont beaux là. Alors, certainement, ça ne va pas être vrai quand on voit la blancheur de leur uniforme, non? Qu'ici s'est passé tout ça. Si parmi ces deux défenseurs de la patrie, il y en a un qui a plus de 40 ans, et visiblement c'est le cas, bah c'est un assassin. Voilà, un autre est là. Voilà. Lui, il pourrait nous donner de l'information, certainement. Voilà, alors je vais sortir la petite... Voilà. Alors peut-être quelqu'un pourrait ici dedans nous donner l'information de cette jeune femme, étudiante en dernière année de médecine, Patricia Julia Roisimlit, qui est rentrée ici environ vers le 6-7 octobre 1978, dans un état de grossesse avancé. Peut-être une de ces personnes-là pourrait nous donner une information par rapport à cette jeune femme. ¿Tiene coche? ¿Está acá? ¿Eh? ¿Tiene coche? No, anda la ambulancia. Toujours les mères, quand on arrive, elles vous touchent. Non, elles vous touchent, vous les touchez. Et là, elles touchent.
leurs enfants et nous touchons de la part de leurs enfants leur maman parce que ils sont là vivants. Insomma, ora l'importante è che pesiamo la mano alla reina. Oh, la vita! Ils sont là vivants parce que là, il y a un cœur qui bat et qui transmet dans les 4 points cardinaux du monde, et ça nous le savons tous. Hein. C'est-à-dire que cette lutte-là, cette dignité-là, jeudi après jeudi, année après année, donne de la force à des gens dans le monde entier. « 30 000 disparus. Il est interdit d'oublier. Bernardo, pour toi, ils sont toujours en vie. » Il n'est pas rare à Buenos Aires de trouver des maisons comme celle-ci, taguées de l'absence. Disparu, apparition en vie. C'est le slogan des grands-mères, des mères et des filles de la place de Mai. Depuis 20 ans, tous les jeudis, les folles défilent en rond et demandent l'impossible. Face au silence, elles cherchent la vérité et la justice. Elles savent que de vivants, il ne reste que quelques centaines d'enfants arrachés à leur mère et élevés par leurs tortionnaires. Mariana a longtemps rêvé de jeux à deux dans ce square de son enfance. Poquito tiempo después del secuestro de mis viejos, me habían traído mis 2 abuelas a jugar acá a la plaza. Y bueno, yo estaba jugando y había sentada sobre el pasto una chica, que yo la veía de espaldas de donde yo estaba, una chica de pelo largo, lacio. Y me cuentan mis abuelas que yo corrí desesperada a verla. Corrí, cuando llegué la miré y volví haciendo así que no con la cabeza. No, y además, a mí algo que me emocionó mucho cuando la primera vez que hablé con vos, puedo sentir que mi mamá estaba tan viva en la memoria de alguien. Digamos, a veces me agarraba esa tristeza de pensar, bueno, mucha de la gente que ellos conocieron y que quisieron y con la que compartieron tantas cosas, por ahí todos los demás también están desaparecidos. Y dónde vive ella, digamos. Bueno, están los vínculos familiares, pero las familias hay cosas que no las conocen. Y bueno, sobre todo las cosas más intensas de mi mamá, por lo que ella estaba dispuesta a dar su vida, no es justamente lo que me podía contar su familia. Entonces eso también fue algo que me impactó mucho, ver que estaba tan viva en tu memoria, digamos, como si estuviera un poco menos desaparecida. ¿Cuál es tu esperanza? No, igual no es que no me importa un pito, me gustaría que estuvieran todos pudriendo en la cárcel, pero quiero decir que veo uno adelante y no sé si siento deseos de hacerle algo o de hacerles pasar lo que hicieron pasar a mis padres, no. En ese sentido no es que no me importa un pito, tendrían que estar todos presos como delincuentes comunes en Villa Devoto, tampoco como estuvieron en Magdalena, ¿viste? En la prisión militar. ¿Parte de la esperanza? Y uno no tiene que perder la esperanza de que haya justicia, por más que acá adentro las vías legales estén cerradas, digamos, uno no tiene que renunciar a reclamarlo, igual está la posibilidad de que la justicia llegue por otros países, España, Francia, juicio que está por comenzar en Alemania, Italia. Entonces, bueno, uno tiene que seguir luchando, porque es justicia y saber también lo que pasó, justicia y verdad, y bueno, y para los pibes también, verdad. Bueno, vos decías que ahora el compromiso se puso más serio, ¿no? Sí. ¿Este compromiso es solamente para encontrar a Rodolfo o también es para ser fiel a lo que tus viejos vivieron? Yo creo que la fidelidad a mis viejos pasa por comprometerme con algo que creo y no ver pasar las cosas por al lado, sino decir, bueno, estoy en un lugar donde puedo cambiar algo porque mis abuelas realmente se pueden cambiar algunas cosas, no solamente encontrar a los chicos que están desaparecidos, sino que el trabajo de abuelas dejó sus marcas en el ámbito del derecho, de la ciencia, entonces digamos que es algo que uno puede dejar algo bueno en general para el mundo, digo. Entonces la fidelidad pasa por hacer algo, por no quedarme en mi casa viendo MTV y llorando porque soy huerfanita, sino hacer algo. Y también, sí, es el hecho de encontrar a Rodolfo y encontrar a todos, porque lo que han hecho y están haciendo con esos pibes, el que no se siente sacudido por eso, no sé, no entiende nada. Esta es la parte Y entonces había un barcito acá que... Pour moi, Mariana, c'est-à-dire il y a quelque chose qui m'unit à elle, qui est
très 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 fort. C'est-à-dire pour moi, on se connaît comme ça depuis 2 mois, mais bon, effectivement, il y a quelque chose pas de l'ordre de l'affiliation, quoi, effectivement, qui n'efface rien de ce qui était ses parents, bien entendu, mais qui quand même, bon, moi je suis, peut-être que je suis plus sa maman que son papa. Capaz je suis más tu maman que tu papa, yo. Mais bon, c'est vrai que ben, je suis très content d'être la maman de Marianne. Alors Éric David, vous êtes professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles. Est-ce qu'il existe actuellement des actes reconnus par le droit international qui peuvent donner lieu à des poursuites pénales de manière internationale partout dans le monde? Je crois que l'exemple qu'on vient de voir est particulièrement éclairant, bien sûr. Alors, bien sûr, les sources juridiques, c'est pas très compliqué. C'était un droit qui remonte à Nuremberg. C'est un droit que les Nations Unies se sont en quelque sorte appropriées, puisqu'elles l'ont détaché du contexte de la Deuxième Guerre mondiale pour en faire une règle tout à fait générale. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Enfin, sachez que le crime contre l'humanité a une existence. Il est là, on l'a rencontré. C'est toujours difficile de parler, je dirais, après le témoignage auquel on vient d'assister, avec les concepts un peu, je dirais, stérilisants et stérilisés du droit. Mais le droit peut parfois être une arme, et on l'a vu, je dirais, avec l'actualité de Pinochet ces derniers temps. Et donc c'est au fond une jurisprudence qui est issue du tribunal de Nuremberg contre les dignitaires nazis. Alors ce n'est pas vraiment une jurisprudence, ce serait merveilleux si on pouvait parler vraiment de jurisprudence aujourd'hui. Ce sont davantage des déclarations qui ont été faites par les États, principalement dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, qui ont été faites sur un mode tout à fait normatif, c'est-à-dire en tant que règle, et qui n'ont jamais été contestés par ailleurs. Et par conséquent, c'est sur cette base-là, principalement, que l'on peut fonder des poursuites pour crimes contre l'humanité, comme on le fait pour Pinochet, comme on l'a vu récemment. On en a vu une application particulièrement spectaculaire, je dirais. Il ne faut pas chercher très loin, chez nous en Belgique, avec l'ordonnance qui a été rendue le 6 novembre dernier par le juge Van der Merch, qui a accepté de se reconnaître compétent pour connaître des crimes imputés à Pinochet, qui sont les crimes, le même genre de crimes que ceux qu'on vient de voir, dont on vient de voir la relation à l'instant même, sur la base de l'existence du crime contre l'humanité, qui est cette incrimination qui se trouve dans le droit international coutumier, et en tant que règle coutumière, qui fait partie du droit de tous les États. Et donc, dans n'importe quel État, devant un tribunal de l'État en question, on peut utiliser ce texte pour... D'un point de vue théorique, oui. En pratique, c'est beaucoup plus rare, parce que c'est vrai que les magistrats n'ont pas l'habitude de manipuler ce genre de concept qui semble venir d'un droit un peu étrange, venu d'ailleurs, mais qui est pourtant du droit. Et je pense que c'est magnifique lorsque de temps à autre, on voit des gens qui sont sensibles, qui ont l'oreille, je dirais, à ce type de règles et qui peuvent l'appliquer, comme c'était le cas chez nous il y a 3 semaines. Merci. Alors, nous avons parmi nous M. Louis Joinnet, qui est avocat général à la Cour de cassation française et rapporteur spécial de l'ONU à l'ONU sur la lutte contre l'impunité. Justement, alors M. Joinnet, aujourd'hui, après cette décision concernant Pinochet, est-ce qu'on peut dire que les tortionnaires doivent s'inquiéter? Je crois qu'il est déjà évident qu'ils s'inquiètent, si j'en juge par les précautions prises par M. Kabila et quelques autres. Je dirais peut-être d'un point de vue très pratique. On a les victimes et les militants qui se battent sont confrontés à 3 situations. La première, qui est la situation idéale, c'est que le bourreau, l'oppresseur, soit condamné dans son propre pays par sa propre justice. C'est la solution à laquelle on doit tendre, parce qu'elle veut dire que la démocratie est enfin à nouveau ou est enracinée dans le pays. C'est ça l'objectif fondamental. Tout ce qui vient de l'extérieur n'est qu'une forme de subsidiaire. La deuxième hypothèse, c'est le tribunal international. Mais très brièvement, il ne faut pas donner de faux espoirs aux militants et aux victimes. Il y a eu une décision de création. Il y a une création, mais c'est une convention. Ça veut dire que ne seront soumis à ce tribunal que les États qui ratifient cette convention. Généralement, ceux qui risquent d'être traduits devant le tribunal, ça m'étonnerait qu'ils la ratifient. Pas la convention. Il faut un nombre de ratifications très important avant que cela entre en vigueur. Par conséquent, et la troisième limite fondamentale, il faut quand même être réaliste vis-à-vis des gens qui se battent,
dans la meilleure des hypothèses, si on peut traduire 30 ou 40 ou 50 personnes maximum devant une juridiction internationale par an, vous voyez, si on parle le cas du Rwanda, on en est à 100 000 personnes à juger. En plus, les États-Unis sont contre, donc ça a peu de chance de... Oui, mais ils sont généralement contre tout, donc ça, c'est pas nouveau. Il y a plein de choses qui n'ont pas ratifié. Regardez encore récemment. Et alors, la situation, la troisième hypothèse, c'est celle à laquelle on assiste, qui est, je dirais, en plus, du point de vue juridique, une révolution culturelle. Parce que le problème, c'est qu'on finit par intégrer l'impunité. Parce que le temps passe, du temps de l'oppression, on ne peut pas faire juger à l'évidence. Immédiatement après, c'est généralement pas possible parce que la justice est inopérante. Les magistrats sont idéologiquement ou statutairement dépendants. Et donc, la justice, elle demande du temps. D'autant plus que si on va trop vite, elle devient sommaire, comme on l'a fait en France. En 1945, c'est quand même pas un exemple. Par conséquent, la solution actuelle, qui est de voir des tribunaux étrangers, par un lien juridique précis, arriver à poursuivre et juger, m'apparaît dans l'immédiat la solution la plus efficace pour juger ou pour inquiéter. J'ajouterai que pour le Chili, j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères du Chili, dont je crois d'ailleurs qu'il avait été arrêté sous Pinochet, ou persécuté en tout cas, dire c'est une atteinte à la souveraineté. Si on prend le cas de la France, un tribunal français peut juger en France un étranger qui a commis un crime à l'étranger dès lors que la victime est française, et on a jugé le capitaine Astiz argentin en France. Au Chili aussi, la règle existe. Donc on ne vient pas nous dire qu'il y a une atteinte à la souveraineté du Chili. La loi dit au Chili, un peu différente, mais dès lors qu'un crime est commis à l'étranger, d'un Chilien sur un Chilien, il peut être jugé au Chili. Le problème n'est pas de nature différente, donc la souveraineté n'a rien à voir. C'est un faux argument. Merci. Alors Georges-Henri Bautier, un mot, la Ligue des droits de l'homme en Belgique, dont vous êtes président, a introduit une plainte contre le président Kabila, donc un peu dans la lignée de ce qui se passe actuellement avec Pinochet. Sur quelle base et quel espoir est-ce que vous avez de voir cette plainte aboutir? C'est surtout dans la lignée de ce que Éric David vient de dire. La première plainte a été déposée par 6 Chiliens. Je dirais qu'on nous a presque traités d'idéalistes, si pas de fous. Et puis et on voit le résultat. Et on voit le résultat. Alors bon, il fallait attendre juridiquement la période d'appel, que la période d'appel s'écoule pour que rentre dans le droit cette notion de crime contre l'humanité, rentre dans le droit belge, une notion qui n'y était pas encore. Elle est rentrée dans le droit belge. Nous avons immédiatement, puisque M. Kabila était là, avec ses acolytes, nous avons immédiatement, au nom de l'opposition, au nom des Tutsis qui avaient été massacrés, déposé une plainte entre les mains du procureur du roi de Bruxelles. Et je peux vous dire que toutes les personnes qui ont déposé plainte sont maintenant non seulement interrogées, mais ont déposé de telles pièces que je crois vraiment qu'à un moment donné, on va pouvoir parler d'une véritable procédure, d'une évolution intéressante dans le dossier relatif à ce qui se passe actuellement dans la République du Congo et des deux côtés. La raison d'État n'aboutira pas à étouffer l'affaire, d'après vous. Je crois qu'il est important que tout le monde sache que ce qui se passe au Congo est un véritable carnage, que l'on se trouve du côté du pouvoir Kinshasa, ou bien, d'après les rapports que nous avons, je viens encore d'en voir à Paris hier, du côté de ce qu'on appelle la rébellion. Il y a un peuple à genoux et nous assistons à la fenêtre devant une espèce d'immolation des anciens Zaïrois, des Congolais, sans rien faire. Alors, je crois qu'il appartient à Amnesty, qui dans cette affaire Pinochet a eu un rôle extraordinairement important. Il appartient à la Ligue des droits de l'homme également d'avoir à l'égard de M. Kabila et de ses acolytes, l'attitude la plus digne, c'est celle de dire « donnons à la justice l'occasion de rendre un jugement qui est équitable ». Il aura les droits de la défense qu'il aura, mais au moins qu'on sache, au niveau de l'humanité, ce qui se passe actuellement au Zaïre. Bien, merci. Donc, on l'a dit, il n'y a pas d'instance juridique internationale chargée au niveau mondial de surveiller, si on veut, l'application des droits de l'homme ou de sanctionner les manquements aux droits de l'homme, mais il existe une instance au niveau de l'Europe. L'Europe au sens large, l'Europe de l'Est et de l'Ouest, le Conseil de l'Europe a créé donc un tribunal qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg et
où tout le monde a un recours, les citoyens ont un recours devant ce tribunal lorsque les droits de l'homme sont négligés ou bafoués. Alors Françoise Tulkens, vous venez d'être nommée juge à ce tribunal prestigieux. Je crois qu'il faut d'abord savoir qu'avant d'avoir recours à la Cour, il faut avoir épuisé tous les autres recours. Oui, je crois que c'est vraiment important. Je voudrais partir de ceci. Les droits de l'homme, c'est plus qu'une déclaration. Les droits de l'homme, ce ne sont pas des droits magiques, ce sont des droits concrets, réels, effectifs. Donc il faut les respecter, bien sûr, les connaître, les intégrer. On doit aussi pouvoir les revendiquer. Alors, les revendiquer, et c'est ça la force, évidemment, de la Convention européenne des droits de l'homme. On donne rendez-vous en l'an 2000, où elle fêtera aussi son 50e anniversaire. Cette force de la Convention chez nous, c'est qu'elle est entrée dans notre droit. Les droits de l'homme de la Convention sont des droits que nous pouvons tous revendiquer devant nos tribunaux ici. Alors ce point pour moi est vraiment important parce que les droits de l'homme, ça commence ici et maintenant. Maintenant, il est évident des situations où on ne peut pas obtenir la garantie dans son pays. On ne peut pas la garantir pour toute une série de raisons. Il y a alors ce recours devant la Cour européenne des droits de l'homme qui, au fond, aujourd'hui, c'est une nouvelle cour. C'est une nouvelle cour qui vient d'entrer en vigueur il y a un mois, qui rassemble 40 juges de 40 pays, de 40 États européens, qui collectivement sont responsables de la protection des droits des individus. Et il y a une nouveauté dans la Convention, et je crois qu'il faut vraiment l'évoquer, lorsqu'on a tout essayé chez soi, et c'est ça au fond épuiser les voies de recours internes, lorsque l'on a tout essayé dans son pays, eh bien les citoyens, tous les citoyens européens aujourd'hui, ça fait 800 millions d'Européens, peuvent introduire une requête individuelle devant la Cour européenne des droits de l'homme. Les citoyens qui se présentent victimes d'une violation d'un droit fondamental, et parmi les droits fondamentaux, il y a aussi le droit à l'interdiction de la torture. L'interdiction de la torture, le droit à la liberté, le droit à la vie familiale. Tout citoyen peut introduire un recours, toute organisation non gouvernementale aussi. Alors c'est vrai, évidemment, la tâche est immense. La tâche est immense, mais j'ai envie de dire, quand on voit l'ampleur des témoignages, eh bien, à l'impossible, nous sommes tenus. Merci. Alors, l'Europe apparaît parfois comme une espèce d'oasis, de havre des droits de l'homme dans un monde bouleversé. Alors, monsieur José Barros Moura, vous êtes député au Parlement européen, député portugais, vous êtes rapporteur de la Commission des droits de l'homme de ce Parlement. Votre rapport vient d'être approuvé par le Parlement, mais est-ce que ce n'était pas un peu facile de l'approuver, puisque c'était un rapport sur les droits de l'homme en dehors de l'Union européenne? Est-ce qu'on peut dire qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il n'y a pas de problème, tout va bien, les droits de l'homme sont respectés partout? Je crois qu'on ne peut pas dire ça. Mais c'est vrai aussi qu'au niveau de l'Union européenne, il y a des progrès dans le sens de, à partir du traité de Maastricht et du traité d'Amsterdam, de fonder éthiquement l'Union européenne sur le respect des droits de l'homme. Et dans mon rapport, j'attire l'attention des institutions de la communauté, de l'exigence qu'il y ait une cohérence entre l'action extérieure de l'Union européenne, exigence de respect des droits de l'homme dans les pays tiers, avec les politiques antérieures. Évidemment, il y a des problèmes, notamment avec les immigrés, avec les réfugiés et les droits d'asile. Et nous tous comprenons la gravité extrême des problèmes qui peuvent se produire dans ce domaine-là. Mais malgré tout cela, je crois qu'on peut et doit dire que l'Union européenne, c'est malheureusement au niveau international, comparativement, je ne dirais pas un oasis, mais je dirais que c'est quelque part du monde où les gens peuvent vivre. Et je crois que c'est exactement au nom de la défense de ce modèle social que l'Union européenne doit s'engager fermement au niveau international dans le sens de faire respecter les droits humains fondamentaux. Ça, c'est une exigence de solidarité humaine vis-à-vis les peuples du monde, mais aussi, on doit le dire très clairement, c'est aussi une manière de défendre nos valeurs fondamentales de liberté, d'égalité et de justice. À l'intérieur de l'Union européenne. Oui. Alors, Édouard Delruel, vous êtes chargé de cours à l'Université de Liège, philosophe, et vous enseignez la philosophie politique. Ce qu'on vient de dire là, est-ce que ce n'est pas un peu une sorte de colonialisme culturel? Est-ce qu'on ne veut pas aller imposer le modèle des droits de l'homme comme étant un modèle universel à tous les peuples du monde, alors qu'au fond, les droits de l'homme, c'est une idée typiquement occidentale, typiquement européenne? Est-ce qu'elle est vraiment universelle? Mais je pense que si vous dites ça à des militants des droits de l'homme chinois ou africains ou d'autres régions du monde, je pense qu'ils vont répondre tout de suite que non, évidemment, que les droits de l'homme sont un instrument
qui est tout à fait universelle. Mais cela étant, c'est vrai aussi. Et il y a cette ambivalence dans les droits de l'homme. On peut remonter d'ailleurs, sans faire trop d'histoire, mais enfin au XVIe siècle, le droit des Indiens, la question des droits des Indiens, les juristes de l'école de Salamanque, qui sont un peu les fondateurs du droit international, se posent la question, les Indiens ont-ils des droits? Est-ce que nous avons le droit de les traiter comme cela? Et assez courageusement, ils répondent que les Indiens ont des droits humains. Bartolomeo de Las Casas. C'est Las Casas, théorisé par Vittoria notamment. Mais qu'est-ce qu'on trouve aussi chez Vittoria? Vittoria dit que les Espagnols, c'est aussi un de leurs droits, bien ils peuvent faire du commerce. Et si les Indiens les empêchent de commercer, il y a aussi un droit de guerre. Bon. Donc vous voyez qu'il y a toujours cette ambivalence dans les droits de l'homme, et donc il faut toujours être très très vigilant, je pense, à ce que les droits de l'homme ne soient pas un texte européocentriste, effectivement, ou un texte manié par des États ou par de grandes organisations internationales, mais de toujours voir que son universalité doit respecter la particularité, la singularité de chacun. Évidemment, quand on est militant des droits de l'homme en Chine, on peut se dire qu'on a intérêt à une solidarité internationale, mais est-ce que l'ensemble de la population partage ces valeurs, à votre avis? Je crois qu'il y a une question qu'il ne faut pas éluder. C'est vrai que les droits de l'homme sont dits dans un langage qui est le langage juridique occidental et européen. Et que les valeurs qui les sous-tendent sont des valeurs qui, pour une large part aussi, sont des valeurs européennes. Et donc je crois qu'il y a tout un travail culturel, anthropologique, qui est de se demander comment est-ce que ces valeurs peuvent être traduites dans une culture donnée. Si on prend le cas des mutilations sexuelles, par exemple, il est évident qu'il ne suffit pas de brandir une déclaration et puis de dire que c'est le droit, c'est comme ça, etc. Donc il y a tout un changement de mentalité, tout un changement de culture, et évidemment que l'Europe ou l'Occident ne peut pas imposer de façon supérieure. Il y a tout un travail intermédiaire entre ce que nous considérons comme étant les droits de l'homme et puis leur traduction qui doit effectivement respecter la culture. Oui. Merci. Alors, un des événements qui ont fondé, qui ont justifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est évidemment le génocide perpétré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Maxime Steinberg, vous avez accompagné la délégation des lycéens et des collégiens que nous avons vus tout à l'heure. Vous êtes historien, spécialiste de cette période. Le 50e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, au fond, occulte aussi un anniversaire tout aussi important, qui est aussi le 50e. Oui, le jour précédent la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations unies adopte non pas une déclaration, mais une convention qui, elle, a des conséquences contraignantes pour les États. Et ce 50e anniversaire de la convention, on a failli le manquer. En tout cas, on n'en parle pas beaucoup. On a failli le manquer parce que, disons que cette convention est restée pour l'essentiel lettre morte pendant 50 ans. Disons, c'est seulement dans les dernières années, au début des années 90, qu'on a commencé à se souvenir qu'on pouvait envisager des tribunaux internationaux. Parce qu'on n'a pas eu de tribunal international pour juger les crimes contre l'humanité perpétrés depuis 50 ans. Et donc, on a failli manquer l'anniversaire, si ce n'est qu'au dernier moment, dans un sursaut, on a enfin créé un statut de la Cour pénale internationale que cette convention prévoyait. La question était évidemment de savoir dans combien de temps il faudra attendre pour que ce tribunal permanent s'installe. En attendant, des génocides, il y en a encore eu depuis. Et justement, je dirais que l'actualité de cette convention, c'est précisément qu'on aurait pu croire que après 1945, plus jamais ça. Et au contraire, on a vu qu'au début des années 90, au Rwanda, l'histoire bégayait à nouveau, mais d'une manière extrêmement sanglante, avec le génocide au Rwanda. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que dans la déclaration de 1948, dans le préambule, il y a une référence explicite aux actes de barbarie, sans citer nommément l'Allemagne nationale socialiste, mais on se réfère aux actes de barbarie qui ont été faits au mépris des droits humains, ce qui justifie qu'on réaffirme, qu'on redéclare les droits de l'homme. Ça, c'est 1948. Eh bien, ce préambule,
si on le lit aujourd'hui, il reste d'une actualité extraordinaire. Ces actes de barbarie, ils continuent, ils se perpétuent. Certes, l'histoire ne se répète jamais de la même manière, mais disons que dans les termes, surtout dans la dimension théorique de ces termes, c'est tout à fait actuel. Et je dirais, aujourd'hui, comme il y a 50 ans, les droits de l'homme restent malheureusement toujours un idéal à atteindre. Véronique et Damien, est-ce que vous partagez cette conclusion? Vous avez l'impression que ça reste un idéal à atteindre? Véronique, par exemple, le fait que Pinochet se retrouve en difficulté, est-ce que ça vous donne un espoir pour l'avenir? Ça prouve qu'on ose intervenir, et maintenant c'est peut-être un peu tard pour les gens qui ont souffert, mais on intervient et ça fait comprendre qu'on ne peut pas agir toujours sans pouvoir être puni. Donc si on agit un jour ou l'autre, si on agit mal un jour ou l'autre, on peut s'attendre à en subir les conséquences. Oui. Donc un certain espoir quand même. Ben oui. Damien, vous partagez cette conclusion? Je crois qu'il est clair que le respect des droits de l'homme dans leur intégralité est quand même un idéal à atteindre. C'est très difficile. Mais jusqu'à présent, on a quand même prouvé dans l'histoire, et c'est des bons points, qu'on arrive à respecter certains droits de l'homme et on arrive à intervenir sur certaines personnes qui ne respectent pas ces droits humains. Merci. Eh bien, donc on vient de le voir, il n'y aurait sans doute pas de droits de l'homme ou pas d'avancée dans le domaine des droits de l'homme sans la mobilisation des citoyens, de l'opinion publique, sans la cohorte immense de tous ceux qui se sont engagés concrètement, parfois au péril de leur vie, ou en tout cas de leur liberté, pour promouvoir cette cause. Car, il faut bien dire, ce n'est jamais spontanément que le pouvoir respecte les libertés et les droits. Aujourd'hui encore, dans une quarantaine de pays, les militants des droits de l'homme sont poursuivis par les autorités. Et chez nous, ils sont nombreux, ceux qui, par des actions parfois très discrètes, luttent chaque jour pour qu'il y ait un peu plus de liberté, un peu plus de dignité, un peu plus de bonheur de par le monde et donc aussi en Belgique. Des Béninois, il y en a beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'il est celui-là? Oh oui, ça c'est un adorable Chilien. Les Chiliens, ils ont eu un coup dur parce que quand la démocratie est revenue, ils ont cru qu'ils allaient être libérés. Et puis ils sont restés encore 1 an, certains 2 ans en prison. Et le gouvernement avait décidé de les rejuger. Il y en avait des centaines, il y en avait 300 à ce moment-là en prison, avant qu'on ait rejugé tout le monde, ou de les expulser. Le type dit, mais moi j'ai pas du tout envie d'être expulsé. Su amigo, ça c'est un Cubain. Alors il y en a qui écrivent des poèmes, ça c'est une jeune femme sahraoui, c'est un poème magnifique, extraordinaire vraiment. Elle est morte celle-là. C'était la fiancée d'un autre, ils étaient tous les deux en prison, alors chaque fois chacun écrivait pour qu'on s'occupe de leur fiancée, c'était pas dans la même prison. Alors il y en a qui envoient des dessins. Oh. Il y en a, je ne sais pas ce que j'en ai fait, qui, quand ils sont libérés, alors vous invitent à leur mariage, au baptême de leur enfant, mais dans un petit village des Indes. C'est pas, en général pas très facile d'aller. Contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de lettres qui sortent de prison, quelquefois légalement, quelquefois un peu plus clandestinement. Et ces lettres sont des témoignages tout à fait extraordinaires, émanant de personnes tout à fait diverses, qui va du militant pur et dur à la personne qui se demande vraiment quel est le coup du destin qui l'a mené en cellule, et certaines qui ont été torturées, d'autres qui au contraire n'ont pas été torturées mais souffrent le martyre parce qu'elles sont éloignées de leur famille, de leurs enfants, etc. Par exemple, je viens de travailler sur 2 lettres, un courrier d'un Kurde qui ne vit qu'à travers les petits brimborions de nature qu'il peut mettre dans sa cellule, une petite fleur, une grenouille, un petit oiseau blessé, etc. Et ça l'occupe à temps plein. Et il dit, je ne vois qu'un petit bout de ciel à travers mes barreaux, mais qu'il est beau. Et puis un autre, un Marocain, qui dit,
je fais tous mes efforts, c'est pour ne pas regarder par la fenêtre, parce que si je regarde par la fenêtre, je suis foutu, je ne pense qu'à la liberté, et je vis dans l'idée que le monde commence et finit dans ma cellule. Il y en a une qui écrit « Vos mots volent comme des oiseaux, ils passent à travers les barreaux ». Et ils ont cette impression que, grâce à ces lettres, grâce aux lettres que nous envoyons aussi bien entendu aux responsables, leur sort pourrait peut-être changer. Et puis je pense que c'est simplement l'impression que leur solitude a été brisée, a été rompue, que l'on sait. Il y a une petite Sri Lankaise qui dit on me convoque, le directeur me convoque et me dit d'un air furieux, et alors vous allez alerter New York. Je dis mais moi je connais personne de New York et je connais pas l'anglais. Et puis tout d'un coup elle comprend qu'à New York il y a des gens qui sont au courant du fait qu'elle est dans une prison au Sri Lanka. Et à ce moment-là, elle dit, je suis rentrée chez moi, j'avais grandi. Et c'est très beau, cette sensation, que rien qu'avec des mots, on arrive à briser la solitude. C'est une façon d'agir que je crois efficace, originale, et qui finalement n'exige qu'un peu de temps et un peu d'attention aux autres. C'est certainement pas la seule façon d'agir pour les droits de l'homme. Il y en a qui sont beaucoup plus actives, qui demandent un engagement d'une vie entière. Mais c'est la façon qu'Amnesty a choisie et je la crois intéressante parce que je crois qu'elle s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut écrire une lettre, du moins dans nos pays. Monsieur Pérez est là, s'il vous plaît. Luis Guillermo Pérez, monsieur Colombien. Luis Guillermo Pérez est avocat et militant des droits de l'homme. Menacé de mort, il a dû fuir son pays avec sa famille et se réfugier en Belgique. Cécile Rollin vient le chercher pour un débat avec des jeunes dans une école secondaire. Cécile Rollin ne se contente pas d'écrire inlassablement au gouvernement et aux prisonniers politiques des quatre coins du monde. Elle accueille des réfugiés, elle voyage, elle donne des conférences. Amnesty International, qui compte 1 200 000 membres à travers le monde, ne manque pas de militants de cette trempe. Mais la méthode d'Amnesty a des limites. Aujourd'hui, la donne a changé. La chute du mur, la mondialisation de l'économie ont émoussé l'intérêt de nos gouvernements pour les droits de l'homme. Et dans le monde, les dictatures se sont mises à l'école du Chili et de l'Argentine. La plume et le stylo sont devenus moins efficaces. Disons qu'en gros, je n'aime pas l'avouer, mais certaines autorités sont vaccinées, entre guillemets, par rapport aux méthodes d'Amnesty. Et les choses se font d'une façon plus insidieuse, et vous connaissez tous le problème des disparus. Bon, quand quelqu'un disparaît, les autorités ont beau jeu de dire « nous n'avons pas de nouvelles de lui, si vous voulez, nous faisons des recherches ». Je crois que moralement, on est obligé de maintenir son esprit de militant. Je ne me vois pas abandonner cet esprit-là. Il s'agit d'aide de personnes qui sont en détresse, qui sont en danger de mort, en danger de torture. Et jusqu'à mon dernier souffle, j'aiderai ces personnes comme je peux. Est-ce que c'est pas un petit peu décourageant à la longue de voir que les choses avancent si lentement? Mais elles avancent. Si elles n'avaient jamais avancé, ce serait très décourageant. Et donc tu es prêt à repartir pour 25 ans? Mais je repars, oui. Mais tous les jours, oui. Nous sommes ici en train de faire un CD-ROM, l'illustration musicale d'un CD-ROM pour Amnesty International. Eh bien... je trouve formidable l'élan de tous les gens qui participent à ça d'une façon bénévole. C'est un CD-ROM qui va avoir une extension extraordinaire, qui est déjà vendue dans plusieurs pays.
Autre engagement, autre décor, autre temps. Nous sommes chez Tania Monville, la vingtaine, militante de la Ligue des droits de l'homme. Tania se bat contre l'Office des étrangers, les centres fermés, en un mot, la politique européenne et belge en matière de réfugiés. Pour Tania, les droits de l'homme, c'est d'abord en Belgique, et elle a déjà perdu beaucoup de ses illusions. C'est vraiment petit à petit, je me suis rendu compte que les droits élémentaires sont bafoués absolument partout. Et ça, j'en apprends encore tous les jours là-dessus, quoi. La démocratie en Belgique, je n'y crois plus depuis... En tout cas, maintenant, depuis au moins 2 ans et demi, quoi. Et ces droits qui sont bafoués, c'est toujours pour des catégories particulières de la population? Oui, les pauvres, les étrangers, les chômeurs, les minimexés, enfin... La déclaration des droits de l'homme, c'est plus un geste symbolique, me semble-t-il, qu'autre chose. Donc, de votre point de vue, de la part des États européens, par exemple, la Belgique en particulier, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Tout à fait, oui. Oui, pour moi, une hypocrisie totale. Ils prennent ça comme une sorte de texte... Je ne sais pas, je me demande même s'ils l'ont lu, en fait. Je serais curieuse de savoir si quelqu'un comme Jean-Luc Dehaene a un jour lu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je n'en suis pas convaincue. Comment aider les demandeurs d'asile, les clandestins, les sans-papiers? Manifester ne suffit pas. Tania et les militants des collectifs se heurtent en permanence aux forces de l'ordre, surveillés, pistés, perquisitionnés, voire mis en prison. Peut-on cacher un réfugié? Peut-on lancer un œuf ou une motte de terre? Peut-on enfreindre la loi pour défendre les droits de l'homme? Donc votre cause prioritaire, c'est quand même les étrangers, les demandeurs d'asile? Je ne le vois pas en tant que cause pour laquelle c'est plutôt des faits concrets, comme l'existence de l'Office des étrangers, l'existence des centres fermés. Pour moi, c'est non. Et je suis prête à me mettre moi-même en danger pour que ces choses-là n'existent plus. Est-ce que vous avez l'espoir qu'un jour, finalement, la Belgique va abandonner ces centres fermés, cette politique Schengen, européenne? Moi, je ne pense pas que je verrai un jour la fin des centres fermés. Honnêtement, non, je pense qu'on n'est pas encore prêt. Il faudra que la lutte aille encore beaucoup plus loin que là où elle en est actuellement pour voir peut-être les choses changer un petit peu. Mais là, quand on voit comment ça se passe, non, pas du tout. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous qui êtes si déterminés, ou même les gens du collectif, ou même d'autres, il y a un risque dans leur révolte ou dans leur colère de se criminaliser? Bah, écoutez, moi je pense qu'il est indispensable quand on fait des actions de terrain de mettre, comme on dit, de mettre du corps dans sa lutte. Donc face à une répression et une position illégale de l'État, je pense tout à fait légitime que les militants risquent aussi une certaine criminalisation, oui. Se mettre eux-mêmes en danger, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Alors Patrick Delamal, quand la jeune militante de la Ligue des droits de l'homme que nous venons de voir et qui défend donc les demandeurs d'asile, dit qu'il faut parfois se mettre en danger, ce n'est pas qu'une formule. Non, pas du tout, parce qu'un certain nombre des membres de ce collectif, donc contre les centres fermés, sont actuellement en grande difficulté judiciaire, si on peut dire. Alors, le prétexte en est qu'à une manifestation devant le centre de fermé de Votem, il y a eu des échanges d'œufs et de boue ou de mottes de terre avec la gendarmerie, et que quelques gendarmes en ont été blessés. Et donc, une plainte a été déposée, et un juge d'instruction liégeois a vu plusieurs de ces militants, et il en a vu un notamment, qui est un jeune flamand, il y a une quinzaine de jours, je crois, c'était le 30 novembre. Et ce militant, effectivement, avouait, sur base d'images qu'on lui montrait, qu'il avait lancé de la boue et des œufs. Alors, cette juge d'instruction lui a dit, écoutez, c'est très grave, c'est rébellion armée. Vous aviez des armes, vous êtes concerté avant, et donc vous êtes passible d'un certain nombre d'années de prison. Mais si vous faites amende honorable, éventuellement, je suis prête à faire un geste, mais à condition que vous ne manifestiez plus et que vous ne commettiez plus de violence. Et donc, on se pose quand même une question à voir ça, de ce que ça signifie en termes de droits aux droits de l'homme en Belgique. Alors, il faut savoir que d'autres militants vont être inquiétés très bientôt.
Une jeune femme est passée devant le même juge d'instruction, je pense que c'était hier ou avant-hier. Alors elle est aussi inculpée de rébellion armée, mais aussi d'association de malfaiteurs. Et on a prévenu ce collectif que tous allaient y passer. Donc je pense qu'effectivement, quand on dit se mettre en danger pour une cause, en Belgique, ça veut aussi dire quelque chose. Oui, donc il y a une ordonnance de libération sous condition et qui contient une clause de type politique. Puisqu'on demande aux militants de ne plus avoir d'activité politique. Madame Tulkens, une ordonnance pareille, si ça devait venir un jour devant la Cour européenne, elle ne passe pas. Il faudrait en tout cas d'abord épuiser toutes les possibilités qu'il y a ici en Belgique, ça c'est tout à fait indispensable. Alors si effectivement, après avoir essayé tout avec tout ce que l'on peut faire en Belgique, si une action s'impose encore, si effectivement le droit n'a pas été respecté, qu'il y a encore une possibilité, eh bien l'action alors de la Cour européenne s'inscrit là à titre complémentaire et effectivement alors une action pour une requête pourrait certainement être introduite et commencer son chemin à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut limiter je dirais, la liberté de conscience ou la liberté d'action de quelqu'un dans une ordonnance judiciaire? Une grave question. Une grave question, certainement. Est-ce qu'on peut limiter la liberté de conscience de quelqu'un dans une ordonnance judiciaire? Mais écoutez, je vous dirais non. En principe, non. Merci. Alors Pierre Legros, vous êtes avocat, président de l'association Avocats sans frontières. Donc vous défendez notamment les militants des droits de l'homme. Mais est-ce qu'il n'y a pas des limites au militantisme? Jusqu'où est-ce qu'on peut, comme disait la militante qu'on a vue, se mettre en danger et affronter éventuellement la loi? Est-ce que vous êtes prêt à défendre je dirais au contraire, pour ma part, et comme le disait Mme Tulkens tout à l'heure, que les droits de l'homme, ça ne doit pas se borner à une simple déclaration. Les droits de l'homme, ça ne peut plus être l'horizon moral de notre éthique aujourd'hui. Les droits de l'homme, ça doit être quelque chose qui est travaillé sur le terrain, qu'il faut concrètement réaliser. Je crois que ça en est fini des déclarations, des protestations, des signatures. Il y a toujours eu une forme d'hypocrisie dans la défense des droits de l'homme. Et je crois que c'est peut-être le mérite de cette association Avocats sans frontières qui a décidé maintenant d'aller sur le terrain, de prendre des risques et d'affirmer avec nos confrères dans tous les pays du monde ce que jusqu'aujourd'hui on se bornait à déclarer dans des textes que l'on signait, qu'on faisait publier dans des journaux ou à l'occasion de conférences de presse. Et quand je vois le travail que nous avons réalisé concrètement au Rwanda, où il n'existait pas de barreau quand les procès ont commencé, il n'y avait pas de barreau, c'est-à-dire que les procès étaient impossibles. Nous avons organisé un pont aérien de la défense pour que à la fois les génocidaires et les victimes des génocidaires puissent être défendus, c'est-à-dire que pour que justice soit faite. Oui. Et le projet s'appelle d'ailleurs Justice pour tous. Et sans l'avocat qui apparaît de plus en plus comme l'organe du droit d'accès à la justice, parce que sans avocat, il n'y a pas d'accès à la justice. Et les textes peuvent être aussi beaux que ceux qui ont été proclamés il y a 50 ans, s'il n'y a pas de véritables militants pour accompagner concrètement cette démarche et de cheminement vers la réalisation des droits fondamentaux de l'homme lorsqu'ils sont bafoués, jamais les droits de l'homme ne sont respectés. Et dois-je vous dire que pour nous, militants sur le terrain des droits de l'homme, l'affaire Pinochet est évidemment un encouragement considérable parce que précisément, c'est le triomphe du droit sur la force. Merci. Alors, qui dit droits de l'homme pense évidemment, je dirais, presque immédiatement à Amnesty International, 1 million de membres, prix Nobel de la paix 1977. Nous avons sur ce plateau Philippe Hensmans, président d'Amnesty International pour la Belgique francophone. Alors, on connaît votre association de réputation. Elle a obtenu des résultats assez spectaculaires, notamment la libération de nombreux prisonniers politiques. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de tassement, je dirais? Est-ce qu'on peut encore obtenir le même type de résultat avec le même type d'action? Tassement, je dirais non. Évidemment, les gouvernements ont changé de méthode de répression et comme l'a très bien dit Marc Hérouet dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, les disparitions ont pris de plus en plus de l'importance dans les techniques de répression des gouvernements et donc ça nous oblige à trouver aussi d'autres manières de réagir. Mais je pense qu'une des réactions, par exemple, que nous avons eues depuis quelques années,
lorsqu'on a parlé de l'impunité aussi, tout à l'heure, ça m'a frappé, c'était de dire nous voulons soutenir un tribunal pénal international. Et nous avons été très actifs, comme Georges-Henri Bautier l'a dit tout à l'heure, dans la question de Pinochet. Comment avons-nous pu soutenir les demandes qui ont été faites? Nous avons retrouvé des dossiers, nous avons eu des inspecteurs de la police judiciaire qui sont venus dans nos locaux pour consulter les archives d'Amnesty. Donc je dirais, moi je suis toujours très frappé par le travail et très, très honoré de travailler dans une organisation où je vois qu'il y a des bénévoles comme ça qui font faire un travail de fourmi pendant des années et qui ont permis qu'un jour, 25 ans plus tard, on en arrive à ce qui est arrivé ces jours-ci. C'est pas fini, on va encore se battre. Et donc je dirais, l'impunité a régressé d'un grand coup suite à un acte symbolique qui est cette possibilité d'extrader peut-être M. Pinochet vers l'Espagne. Et donc je crois que là, on a frappé un grand coup aussi par rapport aux techniques qui ont évolué des gouvernements. Et ça, c'est important. Ça veut dire que même s'il y a moins de prisonniers d'opinion qu'auparavant, parce qu'on a choisi de les faire disparaître peut-être, eh bien, nous avons pu aussi d'une certaine manière nous adapter et dire, voilà, il faut trouver d'autres instruments pour lutter contre ça. Alors vous venez de le dire, une des armes d'Amnesty International, c'est l'information. Vous recueillez et vous diffusez énormément d'informations sur les violations des droits de l'homme dans le monde, mais ça vous amène parfois à des polémiques avec certains gouvernements ou avec d'autres mouvements ou avec des personnes. Et ça vous amène même parfois à revenir un peu sur des jugements que vous avez formulés. Comment est-ce que vous procurez l'information? Tout d'abord, je veux dire, on ne fait pas des jugements. Ce que nous essayons de faire, ce sont d'établir des faits. Il m'est arrivé depuis 10 ans que je travaille à Amnesty, il m'est arrivé une fois de dire, effectivement, là, on s'est trompé. On s'est trompé, c'était sur une affaire l'affaire des couveuses au Koweït. Après 3 missions, après des interviews de dizaines de personnes, effectivement, on s'est fait berner par une agence de relations publiques extrêmement puissante. Et je crois que c'est important de le savoir, c'est qu'un grand nombre de gouvernements à l'heure actuelle se sont rendus compte que l'information était une arme. Exactement. Et font appel à des agences de relations publiques internationales qui coûtent extrêmement cher d'ailleurs. Et on détourne donc une partie de l'argent qui devrait aller à la population pour payer ce genre d'agence de relations publiques. D'autre part, je dirais, donc nous n'émettons, pas des jugements, 2, nous sortons des faits, et 2, je dirais, probablement que si nous faisons parfois une erreur, c'est une erreur par précaution, c'est-à-dire de parfois sous-estimer ou de ne pas donner l'exacte mesure de violation qui se déroule dans un pays. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les preuves que ces violations se sont bien déroulées à cette échelle-là. Et ça, c'est parfois un problème. Mais je dirais aussi, les gouvernements, j'ai rarement vu des gouvernements qui pouvaient réellement remettre en question véritablement la teneur de nos rapports. Et lorsque nous avons des altercations avec des gouvernements, comme le gouvernement algérien depuis un certain temps, eh bien, jamais le gouvernement algérien est en mesure de prouver que les informations de diffusion étaient fausses. Il y a eu des jugements de valeur émis par le gouvernement. Et d'autre part, je dirais aussi, avec d'autres organisations, bien heureusement, je crois que la communauté des défenseurs des droits humains, des organisations de défense des droits humains en Belgique comme au niveau international, est en train de se renforcer. Et je crois que tous, nous avons une meilleure collaboration à l'heure actuelle. Et donc, au contraire, je crois que dans un certain nombre de dossiers, on a pu montrer très clairement, comme l'Algérie, que nous étions tous d'accord là-dessus et que finalement, c'est le gouvernement qui avait tort. Alors Thierry Fiorilli, vous avez coordonné les pages spéciales du journal Le Soir sur cet anniversaire, 50e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Vous avez un peu enquêté sur les associations de défense des droits de l'homme, notamment Amnesty. Qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce qu'il y a des fonds secrets, des choses inavouables? Des fonds secrets ou inavouables, on ne les a pas vraiment découverts, sincèrement. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils n'existent pas. Hein. Ça faudra peut-être nous laisser un jour un peu plus de temps. Avant toute chose, on a découvert que c'était des gens qui faisaient un métier, même de façon bénévole, parfois avec une conviction folle, qui répondaient toujours avec beaucoup de lucidité aux questions un peu bousculantes qu'on leur posait, puisqu'on s'est voulu un peu avocat du diable, notamment avec Amnesty International, notamment sur l'Algérie ou sur le Congo. Ça nous a valu quelques passes d'armes de temps en temps un peu enflammées. Parce que c'est vrai que nous, on partait d'une question principale, en essayant de vexer personne. Est-ce qu'en fait, il faut faire confiance aussi? Est-ce que on a parlé tout à l'heure d'erreurs, il y en a eu une, mais nous, journalistes, on reçoit chaque année un rapport annuel
d'Amnesty, un d'Human Rights Watch, un de Reporters sans frontières, qui font un métier ou un boulot passé paradoxalement qu'on n'arrive plus à faire nous, à savoir on n'a plus les moyens ou le temps d'aller vérifier ce qu'ils sont allés faire eux, et on le reçoit, bien fait, papier glacé, 40 pages, 100 pages, 800 pages, et on le prend tel quel la plupart du temps. On n'a pas le temps, le moyen d'aller plus loin. Donc ce qu'on met dans le journal, ce qu'on dit souvent en télévision, c'est ce qu'Amnesty a dit. C'est ce que Human Rights Watch a dit. C'est ce que Reporters sans frontières a dit. Alors on a aussi le droit à l'erreur, donc parfois on doit se faire l'avocat du diable et dire « Mais est-ce que vous ne vous faites pas manipuler ?» Sur l'Algérie, c'est une des accusations avec ou sans guillemets. On a eu des cartes d'Amnesty International qui ressemblaient furieusement en matière de lieux de massacre aux cartes du Front islamique du salut, liées plus ou moins avec les groupes islamistes armés. Je dois dire directement que les réponses, la plupart du temps, ont été assez convaincantes. On n'a pas toujours gagné nos plaidoiries, mais que la question reste ouverte. Est-ce que finalement, et on peut poser la question à ces messieurs-là, n'êtes-vous pas aujourd'hui, et peut-être pour le XXIe siècle, les nouveaux intégristes qui, au-dessus de la mêlée, donnaient les bons ou les mauvais points, pour reprendre un discours que vous connaissez, avec peut-être parfois le danger que ça ne mène pas toujours à quelque chose, où vous ayez, vous, finalement, toute la puissance du monde entre les mains. On va poser la question à Jean-Paul Martos, qui est derrière vous là, qui lui est un ancien journaliste, ou un journaliste toujours, on reste toujours journaliste quand on... et qui est directeur européen de l'information pour l'organisation Human Rights Watch. Est-ce que ça vous interpelle ce que vient de dire Thierry Fiorilli? Est-ce que vous êtes les nouveaux intégristes, les nouveaux juges? Pas du tout, les nouveaux juges, non. Mais en fait, c'est vrai que quand je compare la manière dont je travaillais au soir sur les mêmes questions, puisque j'ai couvert l'Amérique latine, notamment le Chili ou l'Argentine à l'époque des dictatures, et la manière dont nous travaillons à Human Rights Watch, en fait, c'est entre la pénurie et le luxe. Je veux dire, la manière dont nous travaillons dans une organisation de défense des droits de l'homme nous amène à faire des enquêtes d'une rigueur absolument exceptionnelle. Je pense que Thierry tout à l'heure disait, est-ce que ces associations ne font pas peut-être ce que les journaux devraient faire? Oui, je pense que oui. Je pense que les journaux doivent se poser des questions et doivent peut-être relancer ce grand journalisme d'investigation, d'enquête, qui nous permettrait à nous peut-être de faire aussi autre chose. Mais ce qui est important, c'est de penser que l'information, c'est pas seulement informer sur les violations des droits de l'homme, ce qui se passe, les victimes, c'est fondamental. C'est aussi informer sur les responsables de ces violations. C'est savoir qui tue, qui torture, et savoir aussi qui, au niveau international, par une enquête, de nouveau pas par les accusations lancées à la légère, en fait, participe à ces chaînes de commandement qui conduit finalement à ce qu'un gouvernement qui vend des armes dans un pays contribue de manière presque directe, très souvent, à la violation des droits de l'homme dans des régions comme les Grands Lacs. On a fait, par exemple, une enquête sur les Grands Lacs, à la fois sur le génocide, mais aussi sur les flux d'armement entre des pays du Nord et même du Sud vers les Grands Lacs. C'est aussi ça qu'on apporte. Oui. Et vous en prenez souvent aux États-Unis, pourquoi ? Écoutez, nous sommes nés aux États-Unis. C'est une organisation d'origine absolument. américaine. Nous sommes nés juste il y a 20 ans à New York et nous pensons que les États-Unis ont joué un rôle extrêmement important à certains moments de l'histoire pour promouvoir les droits de l'homme, que ce soit lors de la signature en 1948 avec la veuve du président Roosevelt ou bien durant les années 70 avec le président Carter. On trouve maintenant que les États-Unis sont presque systématiquement du mauvais côté de l'histoire. Ils l'ont été lors de la création d'un Cour pénal international, qui sont cherchés non seulement à s'y opposer, mais presque à saboter ou intimider les gouvernements qui étaient favorables. Ils ont été hostiles au traité sur les mines. Donc on estime que les États-Unis, vraiment, ces dernières années, ne jouent pas un rôle positif. Et nous pensons, sont de mauvais élèves, mais nous pensons aussi qu'il serait extrêmement important que les gouvernements qui, par ailleurs, sont associés aux États-Unis au sein de l'OTAN, ou ça pourrait peut-être quand même jouer de leur crédit pour amener les États-Unis à jouer un rôle positif, parce qu'on a besoin des États-Unis pour faire avancer la cause des droits de l'homme. Merci. Alors, dans presque tous les pays du monde, il y a une ligue ou un mouvement local de défense des droits de l'homme. Georges-Henri Bautier, vous êtes président de la Ligue pour la Belgique. Votre position est quand même moins inconfortable que si vous étiez, par exemple, égyptien, puisque le dirigeant égyptien de la Ligue des droits de l'homme vient de se faire mettre en prison. Alors, une action centrée essentiellement d'abord sur ce qui se passe chez nous. Quels sont les gros points noirs de la Belgique aujourd'hui ? Petite incursion dans ce débat. Je crois que si un jour, ou Human Rights Watch, ou Avocats sans frontières, ou Amnesty, ou la Ligue, nous commettons de graves erreurs, on ne nous les pardonnerait pas et le public le saurait. Vous avez vu peut-être dans les journaux français qu'une association qui venait de se créer il y a quelques semaines, avec un titre ronflant, était partie au Gabon. Et cette association
à donner des lettres de magistrats et d'avocats, donner des lettres de noblesse à ce qui est un petit dictateur, ou pour certains un grand dictateur. Mais immédiatement, la presse s'est rendue compte que ces gens qui allaient se pavaner devant le pouvoir en place n'étaient pas crédibles et y allaient avec des crédits qui émanaient justement de ce gouvernement. Alors, le jour où la Ligue des droits de l'homme viendrait à recevoir de l'argent, je dirais à la limite même directement d'hommes politiques européens, nous n'existerions plus. Alors, ça c'est pour vous dire que nous avons une énorme fierté, c'est l'indépendance, mais elle nous coûte très cher, dans la mesure où nous ne pouvons pas et nous n'accepterons pas, tant que, évidemment, la Ligue sera la Ligue, nous n'acceptons pas la compromission. Et nous ne sommes pas là pour faire de l'électoralisme. Il y a des hommes politiques qui nous exècrent en Belgique, et il y en a d'autres qui se disent de temps en temps ce qu'on dit, et ils nous l'écrivent, n'est pas si mal. Mais à la limite, nous nous en fichons. Ce qui compte, c'est le respect de ces droits élémentaires par rapport à cette déclaration qui nous permet, non pas de dire la pluie et le beau temps, mais de dire modestement, à un moment donné, il y a des choses qui ne peuvent plus continuer. Et qu'est-ce qui ne va pas, justement, en Belgique aujourd'hui? On le sait, il y a le statut des demandeurs d'asile. Ça, c'est une chose sur laquelle vous êtes déjà prononcé. Je suis quelqu'un qui essaie de rendre les choses positives. Alors, je pourrais, en voyant le courrier, en voyant toutes les actions que nous menons, en voyant toutes les actions avec toutes les organisations, parce que je crois que Philippe vient de le dire, c'est très important de voir que chacun, dans sa complémentarité, aide l'autre. On pourrait pleurer en disant droit d'asile, les exclus. Dans les homes de vieillards, ça ne se passe pas bien non plus. Dans des écoles, il y a des atteintes aux droits de l'homme parce qu'on ne peut pas accepter que des professeurs soient jetés par une telle violence par terre. On est bien d'accord. Donc, je suis plutôt d'une nouvelle tendance qui est le post-pessimisme. C'est-à-dire que j'ai plutôt envie de voir ce qui peut marcher. Alors, qu'est-ce qui peut marcher? Bien, quand on voit qu'un parti comme le SP est en train d'essayer de copier lamentablement Vlaams-Blok. On est en train d'espérer d'ailleurs chez nous qu'un maigret flamand sorte des rangs du Vlaams-Blok. Ce serait tout de même extraordinaire. Quand on voit justement que ce parti, qui est tout de même un parti démocratique, a véritablement pris la marche pour certains problèmes du Vlaams-Blok... C'est pas très positif, ça. Non, mais on se dit que là où on peut voir l'aspect positif, c'est qu'il y a des gens dans d'autres partis, et y compris au SP, qui ne sont plus d'accord. Qu'il y a des gens, comme on l'a cité, des gens jeunes, qui ont peut-être beaucoup d'idéal et beaucoup de naïveté, comme le collectif contre les expulsions, qui ont, avec des actions non violentes, réussi à faire, je dirais, tomber un ministre, à faire réfléchir, et en tout cas à mettre le débat des sans-papiers sur la place publique. On ne peut pas, avec un tel mépris comme celui affiché par notre ministre de l'Intérieur, traiter la question de milliers de personnes qui, chez nous, ont le droit à la vie, ont le droit à la dignité, ont le droit, parce qu'ils n'ont pas peut-être la même couleur de peau que nous, ont le droit, évidemment, d'avoir un certain bonheur dans notre pays. Alors, ça se passe. Je crois que pour le moment, les choses positives, c'est que ça change. Et que ceux qui ne le voient pas, ce sont ceux qui vont avec le Vlaams-Blok. Ok, merci. Alors Sarah, vous avez l'impression que vous êtes prête, par exemple, à vous engager dans des actions concrètes comme celles qu'on a décrites, la défense assez vive, je dirais, sans être violente, de certaines causes? Mais les actions concrètes ont déjà commencé dans les écoles, donc où la cellule Barbarie ou Démocratie s'est implantée, entre guillemets. Et en fait, ce qu'on a lancé comme projet, c'est plutôt au niveau de l'éducation, essayer d'éduquer les jeunes à avoir un regard plus critique et plus objectif sur les droits de l'homme, être objectif par rapport aux informations qu'on reçoit, par exemple, pour en revenir au problème des sans-papiers, essayer de se rendre compte qu'au fait, de ne pas se laisser manipuler par le discours qui émane de différents partis, entre autres d'extrême droite, en disant donc les réfugiés viennent ici pour bouffer le pain des Belges, mais plutôt donc d'expliquer le phénomène au niveau national, expliquer donc que ces réfugiés viennent parce qu'ils sont victimes d'une répression nationale, ils sont victimes des conditions de vie chez eux, et surtout d'un commerce inéquitable entre le Nord et le Sud. Ça, je crois que c'est pas inconnu, et c'est très important parce que donc cette pauvreté qui est en Afrique, par exemple, n'est pas un problème interne à l'Afrique, c'est un problème national, mondial, pardon.
Et donc, les pays européens ont une très grosse responsabilité, les pays occidentaux, pardon, ont une très grosse responsabilité à ce niveau-là et on ne peut pas le nier. Donc votre action, c'est aussi l'information. L'information. Dispenser l'information. Donc, ces gens qui viennent ici fuient la misère, je crois que c'est une réaction tout à fait humaine que tout le monde aurait. Et donc, c'est de notre devoir aussi de les accueillir et déjà de rétablir ce rapport équitable Nord-Sud. Bien. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme contient un chapitre un petit peu moins connu et sur lequel les gouvernements en général n'insistent pas beaucoup. C'est le chapitre qui contient les articles 22 à 26 concernant ce qu'on appelle les droits créances, c'est-à-dire les droits économiques et sociaux, le droit à la santé, le droit à la sécurité sociale, le droit au travail. Le pacte international concernant ces droits n'a toujours pas été signé par les États-Unis, par exemple. Et chez nous, on ne peut pas dire que les engagements sociaux contenus dans ce pacte soient respectés à la lettre. Article 23. Toute personne a droit au travail et au libre choix de son travail. Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement et les soins médicaux. Une utopie, la Déclaration universelle des droits de l'homme, un idéal en tout cas. S'en rapproche-t-on ou s'en éloigne-t-on? La Belgique, comme tous les pays occidentaux, a ses SDF, et allez voir, la réponse paraît évidente. Mais il y a un domaine dont les Belges sont fiers, c'est celui de la santé. En matière d'accès aux soins, la Belgique est un modèle, nous dit-on. Pour combien de temps? Vous êtes quand même de ceux qui pensent que, quand on regarde la carte du monde médical et sur la santé, que la Belgique est un des pays les plus favorisés. Ça, c'est indéniable. Je veux dire qu'on est en Belgique et dans quelques autres pays, ici, je dirais en Europe de l'Ouest, avec un système qui garantit un accès aux soins de santé à tout le monde, des médicaments, toutes les nouveautés, avec un petit peu de patience, sont accessibles, alors que dans d'autres populations, si on pense au tiers-monde, alors là, c'est bien plus catastrophique. Vous prenez le sida, nous on dépense des sommes très importantes et on a une efficacité dans le traitement des sidéens. C'est même pas imaginable de faire une prise de sang correcte en Afrique. Ne riez pas, je suis fort malade. Il n'est pas ici pour le moment. Enfin, vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas toucher le docteur Roland. Pour le moment, Nous ne sommes pas en Afrique, mais dans une maison médicale à Bruxelles. Ces maisons médicales s'adressent aux populations les moins favorisées, et ici on sait que depuis quelques années, pour les patients, le coût de la santé a considérablement augmenté. Bon, pour vous citer un chiffre tout à fait brut, mais enfin qui est fort parlant, il y a une dizaine d'années, alors que le budget de la sécurité sociale était d'environ 250 milliards, à ce moment, les gens intervenaient, disons, pour à peu près un dixième de leur propre poche. Donc chaque fois que l'État dépensait 10 francs, ou l'INAMI, les mutuelles dépensaient 10 francs, les gens mettaient 1 de leur propre poche. Aujourd'hui, on est dans un rapport de 1 à 3, et donc je ne compte pas non plus toutes sortes de soins qui ne sont pas pris en compte, et des honoraires supplémentaires par-ci, par-là. Donc clairement, l'accès aux soins diminue, et c'est devenu un problème tout à fait évident pour nos décideurs politiques et pour les mutuelles. Mon cabinet dans 2 minutes. Je termine monsieur d'abord. Moi, je vais d'aller à la mutuelle, je me suis présenté au guichet de la mutuelle. Oui. Alors, quand on a voulu introduire le remboursement à l'ordinateur, on m'a dit qu'il fallait un papier de votre part, pour donner votre accord pour pouvoir être remboursé. Un papier de ma part, je ne comprends pas. Un papier d'accord, je ne sais pas, si vous voulez. C'était sur la mutuelle européenne. Parce que toute la totalité est remboursée. Attendez, je vais téléphoner parce que... C'est la mutuelle chrétienne du PR. Les médicaments coûtent de plus en plus cher. Pour se soigner, il faut d'abord payer et espérer être remboursé. Le gouvernement a pourtant voulu faciliter l'accès des minimexés à la mutuelle et au remboursement. Mais pour l'obtenir, c'est le parcours du combattant. Je téléphone parce que j'ai un patient à qui j'ai prescrit de la dicacine. Donc, monsieur vient me trouver pour que je fasse un papier et je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah. Je lui dis. Ouf-t'es.
Et il n'y a pas autre chose d'équivalent, la gentamicine ou quoi? C'est vrai? Et il faut le médecin conseil pourquoi? Ici, dans cette maison médicale de Serein, les patients sont tous ou presque en ordre de mutuelle. Minimexés, petits pensionnés, accidentés du travail, chômeurs ou citoyens à faible revenu, ils sont tous assurés. Mais ils éprouvent les pires difficultés à payer leurs soins. Ok, merci. Au revoir. Venez avec moi, monsieur, on va essayer de régler ça. C'est pas pour finir. Il y a des difficultés pour se soigner parce que on doit trop sortir. Quand on a payé les autres histoires hors du Minimex, ben, il ne reste pas grand-chose. Alors en payant la pharmacie, il y a des mois qui me restent 1700 francs. J'ai mangé pour 1700 francs par mois, mais en prenant des promotions, c'est pas évident. Hein. Et ça va vite. Hein. Là, à aller prendre un bêtement de tarte, une tasse de café ou n'importe quoi, vous allez directement monter directement à ça va faire 700 francs sans bouger. Vraiment, je vais plus longtemps avec une boîte si je prends que des moitiés. Parce que je ne prends pas des entiers, je prends par exemple Bourmidem, mais je prends des demi, hein, je ne prends pas des entiers. Comme ça, la boîte tient plus longtemps. Ben oui, c'est ça. C'est aussi à cause de la difficulté qu'il y a de devoir ressortir chaque fois de son porte-monnaie plus. J'ai rien contre les médecins et les pharmacies, mais c'est parce que c'est dur d'arriver à payer ces affaires-là. L'enquête récente qui a eu lieu en Belgique montre que du côté wallon, il y a plus de 40% de gens qui disent que se soigner, c'est cher. Et je pense que ça correspond bien à ce que nous voyons ici, même encore un peu plus net. Mais seulement 8% disent qu'ils ont postposé un traitement ou une visite à cause de cela. Ça fait quand même du monde. Je pense que sur la ville ici, le pourcentage de gens qui postposent doit être plus élevé. On peut, à mon avis, sans grand risque, le doubler. Donc ça, ce sont des problèmes bien réels d'accès aux soins. Tout là-dedans, hein. Moi, je marque tout ce que j'achète, tout ce que je dépense. Je suis obligée. Enfin, hier, j'en avais pour 702 francs, plus 602. Chez le pharmacien, hier. L'année dernière, j'en avais pour 35 000. Rien que pour le pharmacien. Plus les médicaments que je reçois ici. Hein? Est-ce qu'il vous arrive parfois d'hésiter à acheter un médicament ou de ne pas l'acheter? De retarder, bien sûr. Ça oui, retarder surtout. Oui, de ne pas l'acheter. Vous n'avez pas le sentiment, en n'achetant pas ou en retardant la prise de certains médicaments, de mettre votre santé en danger? Mais monsieur, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si même la médecine était gratuite en Belgique, on n'en est pas tout à fait là, ce serait encore insuffisant puisque les inégalités sociales de notre société produisent de la maladie et des inégalités sociales de santé. On sait qu'on meurt plus vite si on est pauvre, on sait qu'on est plus facilement malade si on est pauvre, et ce sont des réalités qui sont intolérables au point de vue d'un médecin dont le métier est pas seulement de soigner, mais aussi de prévenir la maladie. Un chiffre. L'espérance de vie dans le Hainaut est de 2 ans inférieure à la moyenne belge. Les pauvres se soignent moins et évitent les médecins. En dernier ressort, il ne reste plus pour eux que les services d'urgence des grands hôpitaux publics, comme ici à Saint-Pierre à Bruxelles. Oui, Vous avez laissé une carte d'identité? Une carte d'identité, pas, mais... un papier qui... Ces malades savent qu'ils seront pris en charge, qu'ils payent ou non. En Belgique, l'idéal du droit à la santé pour tous s'éloigne. Et ce n'est qu'un début, car on envisage de réformer le système. L'utopie des droits de l'homme, c'est bientôt fini. C'est vrai qu'on se demande si le système tel qu'il fonctionne maintenant va continuer encore dans les 10 années qui viennent. Il y a toutes sortes de tentations, privatisation, éventuellement de systèmes d'assurance. Ça serait évidemment assez dramatique par rapport aux questions qu'on vient d'évoquer. Ça, c'est certain. On se trouverait alors dans une situation à l'américaine où on a une médecine extrêmement performante pour les gens qui ont les moyens et les assurances, et une médecine vraiment de deuxième zone pour le reste de la population. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Et il n'y a pas que le droit à la santé. Philippe Alston, président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à l'ONU, a déclaré ceci: ces droits sont de plus en plus marginalisés du fait de la prégnance de la doctrine libérale et de la présentation dogmatique des références au marché et à la libre entreprise.
Alors Mathieu Alalou, vous êtes professeur de sociologie du travail à l'ULB, donc un observateur de l'évolution sociale dans notre pays. Est-ce qu'on peut dire que ces droits économiques et sociaux, pas seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres domaines, le travail, la protection sociale, est-ce qu'ils sont vraiment en voie de régression ? Je pense effectivement, en particulier depuis le début des années 80, nous sommes en train de régresser considérablement. Le plus frappant, c'est la situation du chômage. Nous savons que nous avons des niveaux de chômage très élevés, mais il ne s'agit pas que de cela. C'est un chômage qui est durable et donc qui est banalisé, que l'on accepte comme normal aujourd'hui. On trouve normal que tant de personnes soient privées de leur droit à l'emploi. Et on sait pourtant, on a fait des enquêtes très fines. On sait par exemple que pendant les repas, les chômeurs restent moins longtemps à table que les autres, qu'ils dorment moins bien, qui regardent moins longtemps la télévision. Donc une déstructuration profonde de la vie. Et puis on a des mesures par rapport à cela. Et des mesures, on dit aujourd'hui qu'il faut activer les chômeurs. Quand on les active, souvent on contribue à leur déstructuration. À les culpabiliser. À les culpabiliser, à les déstructurer, parce que finalement des chômeurs s'activent. Mais cela, on ne l'accepte pas. On n'accepte pas qu'un chômeur écrive un roman et puis qu'il puisse se faire publier, qu'il peigne un tableau et qu'il l'expose. Ou bien, on l'a vu tout à l'heure, qu'il participe à un collectif contre les expulsions. Alors, il est soumis à des perquisitions et à des poursuites par des policiers. Donc, quand des personnes s'activent et des personnes privées d'emploi s'activent, ça n'est pas tolérable. Pourtant, on veut les activer de manière permanente, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne puissent pas s'organiser, qu'ils ne puissent pas organiser leur vie. Et donc, c'est une déstructuration profonde de la vie que l'on a fini par trouver aujourd'hui comme normale. Il y a aussi des contrôles chez les chômeurs, les visites domiciliaires. Bien sûr, des contrôles chez les chômeurs, l'incapacité de faire un certain nombre de choses. Mais ce que l'on sait beaucoup moins, et pourtant les choses sont liées, c'est la détérioration très considérable des conditions de travail. On a parlé de la santé. La santé au travail est en régression permanente. Les médecins du travail aujourd'hui parlent de présentéisme. Quand j'étais jeune et que je faisais des recherches dans les entreprises, ce qui nous préoccupait, c'était l'absentéisme. On parlait des taux d'absentéisme très élevés dans les entreprises. Aujourd'hui, ce dont on se préoccupe, c'est des salariés malades qui viennent travailler parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Ils ont peur de régresser dans leur travail, de perdre leur emploi. Ils ont peur quotidiennement de mal faire, de ne pas bien faire leur travail. Ils travaillent véritablement sous pression. On a parlé des enseignants tout à l'heure. L'augmentation de la violence dans le travail, pas seulement pour des travailleurs exposés à des situations détériorées par la crise, comme les enseignants dans des conditions d'enseignement défavorables, des personnes qui travaillent dans les transports publics. On le voit à quel degré ces questions sont devenues des questions graves dans toute une série d'activités. Mais dans les entreprises, dans les bureaux également. On a parlé de harcèlement sexuel, mais il n'y a pas que cela. Il y a bien sûr toute la pression psychologique qui est faite sur les personnes. Il y a la pression physique qui est exercée de plus en plus sur les personnes. Et puis la menace du licenciement, qui est une véritable pression forte qui est faite sur les personnes. Ceci pour dire qu'aujourd'hui, je pense que le moteur du travail est devenu la peur. La peur est devenue ce qui guide les travailleurs aujourd'hui, ce qui fait qu'ils travaillent. Mais la peur paralyse également. C'est un danger tout à fait important. Empêche de défendre ses droits, par exemple. Empêche de défendre ses droits et empêche également de bien travailler. Et donc là, nous sommes dans une régression très forte. Et cette banalisation du chômage, cette permanence du chômage, cette détérioration de la situation des personnes qui ont perdu leur emploi, qui sont minimexées, renforcent la déstabilisation des personnes qui ont du travail. Ces deux situations, la dégradation des situations des uns et des autres se renforce et on en arrive à une situation que l'on ne soupçonnait pas il y a encore peu et dont on parle très très peu. Parce que si l'on parle à juste titre des chômeurs, des minimexés, dont la situation est très grave, on parle moins de la situation de ceux qui travaillent et qui travaillent dans des conditions de plus en plus mauvaises aujourd'hui. Merci. Alors, Georges-Henri Bautier, il y a là un terrain d'action pour les mouvements de défense des droits de l'homme. Est-ce que vous êtes mobilisé sur ce genre de sujet ou pas? Oui, je crois que ce qui est important à dire, c'est qu'on a beaucoup privilégié pendant les 50 dernières années les droits civils, politiques, qui sont importants. Et depuis quelques années, toutes les organisations se sont tournées vers ces droits plus collectifs. Alors, nier un droit, c'est nier tous les autres. Nier les droits à quelqu'un, c'est les nier à tout le monde. C'est des droits indivisibles, des droits universels, qui manifestement, pour nous, sont fondamentaux. Et on se dit, et ça je crois que c'est une phrase terrible, que pour le moment dans le monde, la misère tue plus que les dictateurs. Donc il y a des droits élémentaires, que ce soit en Somalie, que ce soit en Europe. Je crois qu'on pourrait dire qu'en Europe, il y a une frange de plus en plus importante de gens
qui ont besoin de ces articles sur les droits économiques et sociaux comme, je dirais, comme bouclier pour que, justement, ils aient un peu plus de dignité. Alors, nous, pour le 3e millénaire, à la Ligue, et dans les autres organisations certainement, nous avons cet article important de la Convention qu'on cite trop peu, qui est l'article 29. Tout individu a des devoirs à l'égard de sa communauté dans laquelle il peut s'épanouir. Justement, on y va vers ces droits collectifs, vers ces droits où les gens ont des devoirs par rapport à leurs voisins. On ne peut pas accepter que les gens riches, que les gens qui investissent, soient les seuls à faire la valeur. La valeur boursière, c'est pour nous pas un idéal. Il y a des valeurs humaines avant les valeurs boursières. Merci. Edwige Pémence, vous êtes historienne, présidente de l'Université des femmes. Et vous, en tant que femme, que militante féministe, vous avez une vision assez particulière de cette question des droits de l'homme. Vous dites, au fond, les droits de l'homme, ça s'arrête à la porte de la maison. On a voulu qu'il y ait l'inviolabilité du domicile. C'était un des principes des droits de l'homme. Mais derrière l'inviolabilité du domicile, il y a une violence qui peut s'exercer et qui est contraire au principe des droits de l'homme. Oui, tout à fait. Donc, je vais prendre un peu le contre-pied de tout ce qui a été dit ici, puisque toute l'émission consiste à critiquer les États, l'État comme étant susceptible d'être abusif et d'être arbitraire. Et en ce qui concerne les femmes, précisément depuis 1789, on a créé avec les libertés fondamentales et notamment l'inviolabilité du domicile, un espace privé qui est devenu une espèce de zone franche du droit, c'est-à-dire un endroit où le droit commun ne s'applique plus. Et les mouvements féministes, ils ont passé tout leur temps à appeler l'État et à lui demander de venir légiférer, regarder ce qui se passe, pouvoir avoir recours à la justice. Réprimer le viol domicile, les violences, etc., la maltraitance, etc. Vous avez dit tout à l'heure qu'on mourrait plus facilement de misère que de torture. Mais je crois que les femmes torturées par leur mari sont beaucoup plus nombreuses encore que les femmes. Oui, exactement. Et donc, un chiffre très frais comme ça pour vous donner une idée, il y a en France à peu près par an 400 femmes qui meurent de coups et blessures de leur mari. Donc, chaque année. Et de tout ça, on ne s'occupe pas. Donc moi, j'invite vraiment les Ligues des droits de l'homme, etc., à se prononcer par rapport à l'indifférence des États vis-à-vis de cette violence-là, de cette forme de torture-là, et de tout ce qu'il faudrait faire pour que ça s'arrête et pour réhabiliter les femmes qui l'ont subi, tout ce qu'on peut faire dans les cas de torture politique, si vous voulez. En plus, on peut dire que souvent les femmes sont à la pointe du combat pour les droits de l'homme, puisqu'on sait que dans les organisations, il y a énormément de femmes qui militent. Oui, tout à fait. Ça, elles défendent toujours les autres, mais la réciproque n'est malheureusement pas toujours vraie. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes pour défendre les femmes et pour intégrer ces problématiques dans précisément les combats des droits de l'homme. Et notamment dans l'application des droits socio-économiques, il y a aussi là une part de discrimination. Alors il y a une chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est le côté tout à fait, je veux dire, inéquitable dans la manière de juger les choses. Et c'est vrai pour tout. Les droits de l'homme sont extrêmement sensibles aux questions du racisme, mais alors aller parler du sexisme, ça, c'est un autre problème. Si vous vouliez maintenant soulever la question et dire qu'il fallait cesser de financer un parti politique sexiste, je crois que tout le monde vous rirait au nez. Si vous voulez dire qu'il faut cesser et qu'il faut interdire à un candidat d'être éligible s'il est sexiste, on nous rirait au nez. Et donc, alors que les deux termes se trouvent tout le temps dans la Déclaration universelle, c'est qu'on ne peut être ni l'un ni l'autre. Et on oublie totalement que le sexisme a droit au même statut que le racisme, par exemple. Donc là, nous en appelons aussi à tous les militants des droits de l'homme. Éric David, je vais me tourner vers vous. L'ONU a quand même adopté en 1979 une convention sur les droits des femmes. Est-ce que ça a une valeur quelconque ? Comme toute convention, oui, bien sûr, elle oblige les États qui l'ont ratifiée. Ça ne pose aucune difficulté de ce côté-là. Alors, tout le problème, évidemment, est de voir dans quelle mesure les bénéficiaires de la règle peuvent s'en prévaloir. C'est ça, fondamentalement, le problème. Il faut voir dans quels termes la convention est rédigée. Si vous avez des formules du style « les États s'engagent à », c'est une obligation qui, fondamentalement, s'impose aux États, mais qu'il est très difficile pour un justiciable de faire valoir devant les cours des tribunaux, parce qu'on lui répondra « oui, mais ce n'est pas des droits directs », c'est tout l'inverse des droits qui sont, je dirais, défendus par mon illustre voisine, là où on dit, au contraire, dans l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, les États reconnaissent
à toutes les personnes se trouvant sous leur juridiction les droits et libertés ci-après. Alors là, c'est très clair, ça fait partie du droit international, mais ça rentre directement dans l'ordre juridique interne, alors que lorsque l'État s'engage lui-même fait contracte une obligation de moyens et pas une obligation de résultat, c'est plus difficile de pouvoir le faire valoir devant une juridiction interne, mais ce n'est pas impossible, ceci dit. C'est des choses qui sont parfaitement imaginables. Il suffit que les avocats, il y en a quelques-uns sur ce plateau, fassent preuve d'un petit peu d'imagination quant à la manière de justifier l'application du texte par des particuliers devant des cours et tribunaux internes. Monsieur Barros-Moura, on a souvent évoqué le rôle de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine tentation à utiliser cette notion pour essayer de faire pression sur certains États avec lesquels l'Union européenne a des relations, je dirais, de coopération ou des relations commerciales? Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, dire « nous n'avons plus de relations avec vous si vous ne respectez pas mieux les droits de l'homme » Évidemment, nous devons tenir compte des intérêts des populations des pays concernés. Et la première chose qu'à mon avis l'Union européenne devrait être capable de faire, c'est de promouvoir le développement équitable et soutenable dans le monde. Et pour faire ça, il faut que l'Union européenne soit moins protectionniste et plus ouverte au monde. Vu ça, et tenant compte de cet aspect, il faut tenir compte d'un autre. C'est que nous vivons dans un monde globalisé, comme maintenant tout le monde dit. Ça signifie que le domaine de la logique financière, et c'est ça, c'est visant à régler cela et à contrôler cela au niveau international, c'est pour cela qu'il faut des nouvelles institutions internationales. Le renforcement de l'Union européenne et de sa capacité d'agir au niveau international, une nouvelle citoyenneté européenne et, disons, internationale. Pourquoi? À quoi sert donc l'Union européenne? Elle peut servir à forcer les autres espaces économiques à reconnaître un peu plus de justice dans les rapports économiques internationaux. Et je mentionne ça comme j'avais commencé. Ça est important pour faire développer la situation au niveau des autres pays, mais aussi, et je me rapporte à l'intervention que nous venons d'écouter sur les droits sociaux et les dangers de régression sociale, c'est que si nous ne tenons pas compte d'un niveau équitable au niveau social et des libertés publiques et des droits fondamentaux dans le monde, le risque, c'est que la concurrence porte vers le bas les acquis sociaux et même les libertés les plus fondamentales, y compris dans l'Union européenne. Donc, ce n'est pas une question d'eurocentrisme, c'est une question de promouvoir une vraie solidarité au niveau international. Merci. Alors, Édouard Delruel, en 50 ans d'existence de cette déclaration universelle, qui reste quand même une référence, on peut essayer de faire un bilan. Est-ce que ça va mieux ou moins bien, en fait, sur le terrain social et économique, dans le domaine des droits des femmes, on l'a vu, des enfants, presque tout reste à faire. Il y a des droits qui n'étaient même pas envisagés, comme la protection de l'environnement, par exemple, qui ne figurait pas dans la déclaration de 48. Est-ce que la situation permet d'espérer qu'on va vers de nouveaux progrès, à votre avis? Est-ce que le niveau de mobilisation permet d'espérer qu'on va vers de nouveaux progrès? Oui, c'est ça que j'allais répondre. C'est que je pense que tirer des plans sur la comète, certains sont optimistes, d'autres sont pessimistes. Je pense que ça, c'est à chacun d'avoir une certaine vision de l'avenir. Je pense que c'est pas ça l'important. L'important, c'est de rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme d'ailleurs toutes les conventions, toutes les déclarations, ne sont que des chiffons de papier si les gens ne s'en saisissent pas, si les citoyens ne s'en saisissent pas, si les gens de droit, les avocats, les juges, etc., ne s'en saisissent pas. Alors je pense que ça dépendra de ça. Ça dépendra évidemment du contexte économique, ça dépendra évidemment des relations internationales, mais je pense que ça dépendra aussi fondamentalement de la manière dont les citoyens se saisiront des droits de l'homme, les relaieront,
au niveau national, au niveau international. On a beaucoup parlé des militants. Je pense que le terme militant est un beau terme. Je pense que le terme citoyen est important. Et je rappelle que la grande déclaration, qui est également une grande référence et qui est la déclaration de 89, la déclaration française, parle des droits de l'homme et du citoyen. Et je pense que c'est ça qui va déterminer l'avenir des droits de l'homme. Merci Madame Tulkens. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais juste ajouter un petit mot lorsqu'on évoquait effectivement les discriminations. Il y a quand même un article dans la Convention européenne des droits de l'homme. Celle-là, la Convention européenne. La Convention donc, du Conseil de l'Europe qui réunit 40 États actuellement et qui dit la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Alors là aussi, ce sont des textes qui sont là et dont on doit pouvoir se saisir. Ce sont des ressources, ce sont des boîtes à outils. Un texte comme la Convention, il faut pouvoir les utiliser avec cette imagination que certains juristes ont et qui font alors évidemment progresser de manière extraordinaire les choses. Alors je vais me tourner vers les jeunes qui représentent notre avenir. Véronique, Samir, est-ce que vous êtes prêts à vous engager concrètement ? On a dit que c'était entre les mains des citoyens que se trouvait l'avenir des droits de l'homme. Samir Oui, on est prêt à s'engager concrètement parce qu'on est conscient qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore un long chemin à parcourir. Mais si c'est pour du concret, il n'y a pas de problème. Si c'est pour continuer à manquer de respect envers cette déclaration et que la société continue à se dégrader, je pense que ça ne vaut pas vraiment la peine, quoi. Véronique ? Moi, je voudrais dire que je me sens aussi prête à lutter pour le respect des droits de l'homme. Et si j'ai bien compris, le but de notre voyage à New York, c'était aussi que nous, on soit sensibilisés aux droits de l'homme et qu'éventuellement, ça se répercute envers toutes les personnes qu'on connaît. Donc, et c'est vrai, moi, je vois dans ma famille, ça a mené des discussions avec des amis et tout ça. Et finalement, on en parle. Et le fait d'en parler, c'est déjà une bonne chose. Damien, d'accord avec ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je crois que le principal au niveau des droits de l'homme actuellement, c'est de réaliser une sensibilisation générale de la population mondiale. Parce qu'on a fait une enquête dans mon école et on s'est demandé qu'est-ce que les élèves savent sur les droits de l'homme. Et on s'est rendu très vite compte que les élèves ne savaient pas ce que c'était les droits de l'homme et ils ne savaient pas à quoi ça tenait ni d'où ça venait. Alors par rapport à ça, on a fait des débats, on a créé des discussions et on a essayé de sensibiliser en accent sur les manquements. Et donc je crois que le plus important, c'est que tout le monde sache qu'il y a les droits de l'homme et qu'ils sont là et qu'il faut absolument les utiliser. Bien, ce sera le mot de la fin, très provisoire évidemment, de cette soirée spéciale. J'espère que vous en sortirez tous un peu plus convaincus, un peu plus conscients que sans une vigilance constante, les droits de l'homme et les droits de la femme seront toujours en péril. Merci à tous nos invités de ce soir. Merci d'avoir si bien et si aimablement respecté l'ordonnance de cette soirée et le temps qui nous était imparti. Merci à tous ceux qui ont fait que cette émission a été possible et merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée, à bientôt.